Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois avec le Québec. Ces rencontres ont un attrait particulier aussi pour le Québec, puisque Michel Jean a reçu le dernier prix, le premier prix Vlil par rapport à son roman Coucoum. Pour le coup, ce soir, nous sommes avec deux auteurs, Sarah Berthiaume et Jean-Philippe Baril-Guérard, pour leur ouvrage Les cicatrisés de Saint-Sauvignac aux éditions Bouclard, et Benjamin Reverdy, qui est donc le cofondateur, on dit bien ça, hein, puisque vous êtes Mhm. trois, certes, mais en tout cas cofondateur de Bouclard Édition, qu'on avait déjà reçu il y a à peu près un an, quasiment jour pour jour, pour nous présenter sa maison. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir deux auteurs québécois qui sont avec nous. On va commencer peut-être par toi, Benjamin, parce que ceux qui n'ont pas suivi la première rencontre, comment tu pourrais définir cette maison, Bouclard Édition? Quelle a été la motivation principale pour la créer? Et on enchaînera évidemment ensuite avec la création de cette collection, cette nouvelle collection 109, où tu mets en avant de jeunes auteurs, de nouveaux auteurs qui viennent de sphères différentes. Alors, on va dire la raison du pourquoi, du comment de la création de Bouclard, c'est une rencontre déjà entre trois personnes. Les trois cofondateurs, donc Thierry qui est directeur artistique dans la vie et chez Bouclard, qui a une spécificité, c'est qu'il dessine des polices de caractère. Et comme on avait un attrait autour des formes du livre et des textes. C'est très très important pour nous l'image. Donc voilà, il était évident qu'il faisait partie de l'histoire dès le départ. Et Clément, qui est lui travaille dans l'édition depuis longtemps. Et puis on avait un certain nombre de projets, on se croisait professionnellement régulièrement. Et un jour, autour d'une plancha dans un bar à vin, on s'est dit, mais on pourrait essayer de lancer une revue littéraire qui serait un peu celle qu'on ne trouve pas, puisque on ne voulait pas parler d'actualité du livre parce que d'autres le font bien et ce n'était pas notre idée, mais sous forme d'articles un peu longs qui iraient enquêter sur des coins un peu bizarres, des personnages, et puis de ramener un peu de poésie, voilà, quelque chose qui nous plaisait, avec un design un peu anglo-saxon qu'on préfère sur voilà, un format type A5. Et c'est comme ça que l'histoire s'est créée. Donc sur la revue Bouclard au départ. Donc nous en sommes au quatrième numéro qui vient de sortir début octobre. Toujours des articles de fond. On a fait des articles sur une enquête dans une bibliothèque du paranormal à Paris qui s'appelle l'Institut Métapsychique International, avec que des ouvrages sur le paranormal. Et donc, on a enquêté sur ce lieu et sur sa secrétaire, qui tous les jours reçoit des appels pour savoir s'ils ont des ouvrages sur la psychokinésie, tordre des cuillères par la pensée, ou sur des phénomènes ufologiques et tout ça. On a fait un article sur un monsieur qui a écrit de la pornographie ésotérique en Colombie et qui est citoyen d'honneur de la ville de Cali, une espèce de personnage totalement improbable. On a enquêté sur les Proustiens, et en enquêtant sur les Proustiens grâce à l'autrice Émilie Houssat, puisqu'en fait la revue nous permet de découvrir des auteurs aussi, des autrices à qui on passe des cartes blanches, qui nous amènent des sujets, à qui voilà, on passe des commandes. Elle nous a fait rencontrer un jeune designer qui s'appelle Anthony Guéret, qui avait un projet de livre autour de Proust et de son amour pour la recherche. Et en fait, il a dessiné des chaises inspirées de la recherche du temps perdu. C'est un projet qui s'appelle Les Assises du temps perdu. Et il nous a proposé, avec Émilie, d'en faire un livre. Et en fait, voilà, la revue s'est transformée en un premier livre. Et puis, la machine était lancée. Donc, l'année dernière, on présentait ce premier livre voilà, avec Anthony Guéret et Émilie Houssat. Et puis, on a travaillé sur la suite des romans de réédition. Donc, Roger Riffard, qui est un chansonnier, voilà, comédien, et qui a écrit des romans dans les années 50 que nous venons de republier en mai dernier. Et voilà, et puis les choses évoluent, continuent, et se passent plutôt bien, parce qu'on est une jeune maison, on a 3 ans, un peu plus de 3 ans, 3 ans et demi. Et on a réussi à passer le fameux cap des 3 ans où voilà, il faut continuer à se développer, réussir à trouver des auteurs, des bons auteurs et autrices, et puis trouver des lecteurs et des lectrices qui soient fidèles, des libraires qui nous défendent,
Donc voilà, ça avance plutôt correctement. Alors, par rapport à cette nouvelle collection, comment tu as déniché ces deux auteurs, enfin ces quatre auteurs, puisqu'il y en a deux qui sont présents ce soir, mais comment tu les as dénichés, puisque l'ouvrage a été édité au Québec chez les éditions de ta mère en 2016, il me C'est semble. pas ma mère, hein, c'est le nom de la Tout maison. à C'est fait, la, tout c'est la à petite fait, joke. Ça s'appelle évidemment, vraiment les éditions de ta mère. tout à fait. Je n'ai pas pour habitude de blaguer avec les autres. Mais en effet, cette collection, elle est particulière. Quelle a été l'idée générale de cette collection? Quelle voie as-tu voulu, avec les deux cofondateurs, quelle voie avez-vous choisi en réalité? Ce sont des jeunes auteurs, là pour le coup, qui viennent du théâtre, et on le sent particulièrement dans ce livre-là. On sent le rythme, on sent le jeu de scène, on sent beaucoup de choses qui viennent du théâtre, on en parlera sûrement tout à l'heure. Mais quelle a été ta volonté pour cette nouvelle collection? En fait, comme beaucoup chez Bouclard, c'est des histoires de rencontres et de coups de peau, comme on dit. En fait, nous, on a travaillé avec une autrice poète québécoise qui s'appelle Maude Veilleux sur une revue, sur une poésie. Et voilà, par le truchement, on a commencé à s'intéresser à la littérature québécoise en allant, par exemple, à la Librairie du Québec à Paris, puisque c'est pas toujours évident de trouver de la littérature québécoise. Ça fait pas très longtemps, finalement, que des éditeurs type La Peuplade ou d'autres voilà, qui se développent en France. Et c'est pas toujours évident. Et les éditions de ta mère, c'était très difficile à trouver. On n'aurait pas pu tomber dessus sans un coup du sort positif. En mars 2020, nous sommes en pré-confinement, en pré-pandémie mondiale, et nous sommes en Belgique, à la Foire du Livre de Bruxelles, donc avec l'équipe de Bouclard sur un salon avec d'autres éditeurs de la région Pays de la Loire, dont nous sommes originaires, donc de Nantes. Et on croise un garçon qui est assez connu dans le milieu de l'édition, puisqu'il travaille pour La Peuplade. Je pense que vous le connaissez, c'est Julien Delorme. Et Évidemment. voilà, on le croise sur le stand, on discute avec lui, et juste à côté de lui, il y avait Marie-Claude des éditions de ta mère. Et donc, voilà, on discute avec elle, et on voit sur un présentoir tous les livres des éditions de ta mère. Et comme on aime les beaux objets, avec Clément, donc on est vraiment les deux éditeurs, Thierry intervenant dans un second temps vraiment sur l'identité visuelle, ce qui est d'ailleurs assez proche de ce qui se passe aux éditions de ta mère, puisqu'il y a un graphiste, Ben Tardif, qui fait les visuels. C'est ce qui nous a arrêtés. On a dit à Marie-Claude, est-ce que tu peux nous conseiller 3-4 livres qui permettraient de rentrer dans les éditions de ta mère? Et elle nous a fait une petite sélection, dont Les Cicatrisés de Saint-Sauvignac, paru donc 2011, et après en 2017, il y a eu, d'ailleurs peut-être vous pourrez réexpliquer ces phases. Et on met ça de côté puisqu'on se retrouve pandémie mondiale, confiné. Et moi, je suis vraiment très énervé parce que tout tombe à l'eau, les projets de bouquins, les rencontres, voilà, comme plein de gens. Mais assez vite, on reprend un peu le dessus. Clément m'appelle un jour et il me dit, ah, je viens de lire un des trucs que Marie-Claude nous a donné. Je te l'envoie par la poste, lis-le, c'est incroyable. Et moi, je le reçois, je le lis très vite. Et je rappelle Clément et je lui dis, oui, ça, c'est Bouclard. C'est, et on voit aussi la connexion, on va dire, éditoriale avec les éditions de ta mère. Et on travaillait sur cette nouvelle collection, donc 109, bon, c'est un jeu de mots, autour de Young Blood, le 109, et on en a fait une collection 109. Et on cherchait à publier des textes plutôt courts, un peu pop, et qui soient fluides, où il y a une langue, et où voilà, on ait plaisir à les lire et en faire, comme toujours chez nous, une forme qui soit un peu attractive et qui soit pas très chère pour de la nouveauté. Et donc, on a lancé les discussions avec les éditions de ta mère pour pouvoir en acquérir les droits pour voilà, le faire paraître en France. Et l'histoire a été lancée. Et c'est un texte qui est... c'est pour ça qu'on est parti sur cette idée, c'est que, à mon sens, ça n'existe pas ici, parce qu'il y a la langue, il y a quelque chose qui est sur une thématique qui est très contemporaine, mais par certains aspects qui est encore un peu touchy en France.
Et voilà, il y a ces personnages, et quand on les a rencontrés aussi en réunion comme ça sur Zoom, ça nous a conforté dans l'idée que voilà, on avait envie de défendre leur écriture, leur texte, parce que ce sont d'excellents écrivains et écrivaines, ce sont des auteurs de théâtre, ce sont des comédiens, ils font des voix off, ils sont assez énervants parce qu'ils font tout et vachement bien. Et en plus, ils sont souriants et sympas. Et en fait, ils sont pas suffisamment connus en France, mais on y travaille et on essaye d'y contribuer un petit peu. Mais pour un certain nombre, et pour tous même, ils sont assez connus au Québec. Ils font vraiment plein de choses et il y a une vraie vitalité. Et donc voilà, on s'est lancé sur ce truc-là pour ce premier texte de la collection 109. Et on te remercie de les avoir expatriés en France. Alors, Sarah et Jean-Philippe, comme vient de le dire Benjamin, vous êtes romancier, dramaturge, acteur, metteur en scène, tous les deux, il me semble. Vous avez les mêmes caractéristiques. Vous venez tous les deux du théâtre. Euh, Comment vous expliquez, au final, est-ce que le théâtre, est-ce que c'est un frein ou au contraire une aide lorsqu'on a envie ensuite d'écrire un roman? On parlera évidemment de la forme après, puisque ce roman a été écrit à 8 mains, donc avec 4 auteurs. On en parlera évidemment après, mais d'abord, peut-être lier les deux arts. Rares sont les écrivains qui débutent au théâtre et qui ensuite s'exportent dans le roman. Comment vous expliquez cette complémentarité, s'il y en a une? Intéressant. Ben, c'est drôle parce que c'est un drôle de timing pour jaser de ça parce qu'on a su hier que la gagnante cette année du prix du gouverneur général, qui est pas mal la plus haute distinction littéraire au Canada, a été remportée cette année par Fanny Britt, qui est aussi une autrice de théâtre. Donc, je ne serais pas prêt à dire qu'il y a tant que ça d'auteurs de théâtre qui écrivent des romans, mais je pense que le milieu du théâtre montréalais, en tout cas, il y a une belle vitalité, les gens sont très actifs, puis généralement vont passer d'un médium à l'autre. Puis ça fait que, bon, nécessairement, il y en a qui vont finir par écrire du roman, mais je pense que, en tout cas, une chose, c'est la raison pour laquelle Maxime Raymond, le directeur littéraire, était venu chercher des auteurs de théâtre pour écrire Les cicatrisés de Saint-Sauvignac, c'est que le travail de création au théâtre, c'est très. Ça demande un dialogue constant. On est toujours en train de retravailler. Ça fait des auteurs qui n'ont pas beaucoup d'ego, qui sont habitués de se faire critiquer, de reconstruire. On voit moins le texte comme un objet sacré, ce qui fait que je pense que peu importe après ça le médium dans lequel on va travailler, ben, on est très malléable, je dirais, comme collègue. Je ne sais pas, Sarah? Oui, ben, on est habitué de travailler en équipe. En fait, le texte, on a la période où on travaille chez nous devant notre ordinateur, mais après, il y a toute la période d'entrée en salle où on rentre en dialogue avec les comédiens, avec le metteur en scène. Souvent, je ne sais pas commenter, toi, JP, mais moi, j'aime ça aller en salle de répétition puis remettre en question mon texte. Donc, il y avait un côté très matière qu'on a retrouvé un peu dans la démarche des cicatrisés de Saint-Sauvignac, où c'était on en reparlera peut-être plus tard, mais une écriture qui était assez condensée. On n'avait pas beaucoup de temps pour la faire, puis avec une consigne assez ludique, c'est-à-dire que ce n'était pas du tout un processus de création mûri long. C'était un peu... L'idée est partie vraiment comme un jeu. C'est-à-dire, on s'est rassemblés les 4, puis autour de Matthew Enfield, qui est un des 4 auteurs, qui nous a invités et puis il nous a proposé de faire un projet de roman autour de l'idée de cette glissade d'eau où il y aurait un clou qui traumatiserait ou en tout cas cicatriserait une génération d'enfants. Puis on est vraiment parti en mode très libre. On était dans un restaurant de dim sum. On mangeait des dim sum, puis on a fait un genre de brainstorm autour de ça. Puis, donc, il y avait quelque chose, justement, dans la mécanique du jeu puis du théâtre, je pense, qui a guidé, en tout cas, notre écriture. Moi, je n'ai pas une grande expérience de romancière. Jean-Philippe a une pratique de romancier beaucoup plus soutenue que la mienne. Ses romans sont excellents, d'ailleurs. Je vous les conseille. Tous sont parus chez ta mère aussi. Mais ouais, c'est ça. Moi, je dirais que un des trucs que j'ai aimé dans le fait d'écrire du roman, alors que ma pratique, c'est vraiment une pratique plus théâtrale, c'est que en tout cas, ce roman-là, je ne savais pas du tout comment faire. Je n'avais pas d'a priori. J'étais un peu complètement néophyte, donc je suis allée un peu à l'instinct. Puis, donc, je dirais que, étrangement, c'est ça qui a influencé ma pratique de romancière. C'est mon manque d'expérience qui a fait que ça a été fait
de manière complètement instinctive, en n'étant pas du tout dans la théorie ou dans comment on écrit un roman en général. C'était juste en ping-pong avec mes coéquipiers. Et ils ne vous ont pas forcément fait un cadeau parce que vous deviez commencer le texte. C'est vous qui débutiez. Comment c'est organisé ça, justement est-ce que vous avez décidé comment vous avez choisi qui débutait, qui finissait et qui l'a continué, l'a perpétué dans les deux chapitres, les deux autres chapitres? C'était loin d'être évident, j'imagine. Est-ce que vous avez discuté longtemps sur cela ou pas? Est-ce que vous aviez, entre guillemets, certains des caractéristiques? Est-ce que certains préféraient terminer un roman? Est-ce que d'autres préféraient le débuter pour avoir peut-être moins de pression? Comment vous avez discuté par rapport à ce thème-là? Je me souviens pas, Sarah, hein, si ça a été difficile. En fait, je me souviens pas comment on a discuté, mais je me rappelle que ça s'est fait assez rapidement, puis personne n'avait l'air déçu. Hein. Je pense qu'on a très rapidement décidé que ça allait être une histoire qui se passe sur 4 saisons, puis je pense que ça a duré environ 15 secondes, le temps que quelqu'un dise « moi, je vais faire ça, moi, je vais faire ça, moi, je vais faire ça ». Puis je dirais que quand je me suis fait, soit quand j'ai choisi ou quand je me suis fait imposer l'automne, je ne me rappelle même plus si je l'ai choisi, je ne savais pas ce que j'allais faire. Je me suis dit « je vais trouver », puis j'ai trouvé sur le moment. C'est ça qui est extraordinaire aussi, puis au moment où je l'ai écrit, si on vient justement à l'expérience d'auteur de théâtre, moi, c'était une période où je travaillais aussi beaucoup sur des formes courtes, souvent avec des contraintes. Je participais beaucoup à des soirées de création où on lisait des textes en chantier, tout ça. Donc, j'étais quand même habitué de travailler dans la contrainte, avec peu de temps, ce qui fait que ce n'est pas quelque chose qui me stressait justement de devoir produire une histoire dont je connais à peu près rien finalement. Puis je me suis rendu compte avec le temps que je marche relativement bien sous pression aussi. Moi aussi, ça, c'est vraiment... je ne sais pas si c'est le théâtre qui amène ça, mais moi, j'ai encore une approche d'étudiante là, que je dis, là, où je procrastine. Puis quand il y a de la pression, c'est à ce moment-là que les meilleures choses émergent. Mais je pense que, en fait, vous aviez dit qu'il ne m'avait pas fait de cadeau parce que j'ai dû débuter, mais en fait, ce qui est fou avec ce processus-là, c'est qu'on a tous écrit en même temps. On est partis chacun avec notre saison, je pense qu'on ne s'est même pas donné les grandes lignes. On est parti avec notre saison, avec un point de départ puis une idée d'arrivée. Donc, moi, c'était dans mon segment, il devait avoir le clou à la fin pour que l'autre puisse partir de là. Et puis après ça, dans une deuxième étape, on a lu nos premières versions. Et puis là, c'est là que c'était vraiment chouette comme travail, c'est qu'on a joué à faire des liens, à tracer des liens entre nos sections. C'est-à-dire que moi, par exemple, avec le personnage de JP, j'ai fait « OK, je pourrais réutiliser ton personnage ». On s'est donné comme contrainte, en fait, que les personnages des autres devaient tous interagir dans notre récit. Et donc là, on a trouvé des pistes possibles. On s'est inspiré de l'écriture des autres pour réécrire. Donc, il y a eu comme une première étape où on a écrit en parallèle chacun notre partie, puis après une autre étape où on a joué à faire des liens. Après une étape ouais, puis ça a été étonnant quand même à quel point cet arrimage-là s'est fait facilement et efficacement, puis que ça me semblait très organique. Justement, moi, comme quand Sarah est arrivée avec sa V2, puis qu'elle a intégré mon personnage dans son chapitre, ah mais mon Dieu, mais c'est absolument ça, là, c'est tout à fait cohérent, ça fonctionne. Moi, après ça, j'étais heureux aussi de reprendre, donner aussi une certaine... je pense que c'est moi qui avais proposé le personnage de Megan, la témoin de Jéhovah, mais après ça, on a trouvé des façons de la faire évoluer tout au long de l'histoire. Donc, c'était sympathique de aussi permettre aux personnages qu'on créait à l'intérieur de notre chapitre de les voir évoluer dans d'autres contextes. Puis encore là, puisqu'on est 4 auteurs de théâtre, puis qu'on a généralement tendance à chercher le plus efficace et non pas nécessairement la meilleure idée, mais ça fait qu'on trouve un terrain d'entente super facilement, puis ça se passe vite, puis c'est agréable. Alors, parce que je crois être un des seuls à avoir lu le livre ce soir, mais on va peut-être mettre le contexte quand même de cette histoire, parce qu'on part en effet dans une ville fictive, Saint-Sauvignac, qui n'existe pas, j'ai quand même vérifié, mais n'existe pas, on est bien d'accord. Qui est, je tiens à dire, légèrement inspiré de mon village natal, parce que j'ai proposé dans l'histoire cette séparation en 2 quartiers, si on veut, la haute ville puis la basse ville, séparée par la traque de chemin de fer qui existait dans mon village natal. Et ça se ressent. On sent on parlera tout à l'heure du rapport à votre adolescence, à vos adolescences, mais en effet, on sent qu'il y a quand même beaucoup de vécu là-dedans. Pas totalement, parce qu'il y a quand même des choses qui sont particulières, singulières. Mais vous avez construit ce roman-là à 4 avec 4 saisons donc différentes tout au long de l'année scolaire.
C'est une banlieue au final où il ne se passe pas grand-chose d'habitude. Et là, pour le coup, il va y avoir, entre guillemets, le clou du spectacle, on peut le dire ainsi. C'est ce fameux clou qui, lors d'une descente de Skeleton, en effet, on va avoir beaucoup de blessés dans une piscine, en tout cas dans un plan d'eau, qui vont se blesser et en même temps qui vont voir leur vie changer à cause de ce clou-là. Qui a décidé de ce changement en réalité, ce changement de direction brutal? C'était le point de départ, mais en même temps, il évolue au fil du récit. Mais qui a décidé de ça? Qui a décidé? C'était toujours Matthew Enfield qui a décidé de se mettre ça comme point d'ancrage en se disant c'est le clou qui va être la base du récit. Je ne sais pas si c'était Mathieu ou si c'était en collaboration avec Mathieu et Maxime. Je crois que c'est sorti d'une discussion probablement autour d'une ou quelques bières. Mais je crois que c'est d'abord, ouais, le dialogue a été établi d'abord par Maxime et Mathieu. Puis ensuite, ils nous sont arrivés avec cette prémisse-là. Ouais. Maxime, je précise qui est là. Il est avec nous. Maxime Bonjour. Raymond. Bonsoir. Maxime, qui est en fait l'éditeur des éditions de ta mère. D'accord. Avec lequel nous collaborons. Donc, il pourra peut-être préciser certaines choses. En fait, je suis là pour surveiller que mes auteurs ne disent pas n'importe quoi outre-mer. Donc, je suis vraiment chien de garde. Aujourd'hui, je les laisse aller et après, j'arrive et je rectifie les faits. C'est l'œil suprême. C'est parfait. Alors peut-être, Maxime, juste un petit mot quand même sur le fait que vous ayez découvert ces auteurs, puisque vous travaillez avec eux tout au long de l'année. Si j'ai bien compris, Jean-Philippe a été édité de nombreuses fois chez vous. Comment vous pourriez les décrire tous les deux, Sarah et Jean-Philippe, et peut-être évidemment les deux absents, Simon et Mathieu, Simon Bouleris qu'on n'a pas cité. Comment vous les décririez, leur style? Parce que ce qui m'a vraiment beaucoup surpris dans ce livre-là, c'est qu'il y a 4 voix différents, 4 styles différents, 4 tons différents, et en même temps, il y a une uniformisation totale de l'ouvrage. On a l'impression qu'ils ont écrit ensemble, et pourtant, ils ont écrit qu'un chapitre chacun, et ça, c'est plutôt extrêmement surprenant. Mais il y a quand même cette uniformité qui est assez frappante. En fait, quand le projet a démarré, à part Matthew Enfield, je ne connaissais pas les 3 autres auteurs dans leur travail tant que ça. Tout le monde est en début de carrière, moi y compris. Et donc, c'est vraiment Mathieu qui les a recrutés pour leur capacité à travailler justement, comme c'est des auteurs de théâtre aussi, à travailler dans la contrainte et dans la création collective. Donc, je pense que leur style différent, je les ai découverts nécessairement après avec leur production, mais je pense vraiment que c'est dans la manière de travailler et dans la manière de ne pas avoir d'ego et de servir le projet qui se sont rejoints. C'est ça qui a permis d'avoir une cohésion entre les 4 textes. Cette envie-là de jouer ensemble, de ne pas essayer de tirer la couverte de son côté, pas essayer de prendre plus de place qu'il faut, mais être au service d'un projet un peu débile, un projet qu'on a inventé sur le coin d'une table qu'il fallait faire en 2 mois, je ne me rappelle plus. Mais donc, c'était ça qui était... C'est ça qui fait que ça marche aussi bien. C'est le désir de ces 4 auteurs-là de se mettre au service des personnages qu'ils ont créés, mais des personnages des autres et de jouer. Je trouve que chez les gens de théâtre, des fois, je trouve qu'on oublie en littérature un peu, mais l'idée de jouer est omniprésente. Et la création de ce livre-là était un jeu pour tout le monde, moi y compris du point de vue éditorial. Là, on a joué avec ces personnages-là, on a joué avec des situations rocambolesques et tout a été fait dans le plaisir extrême et dans une création ludique avant tout. Donc, je pense que c'est là que ces auteurs-là se sont rejoints et c'est ce qui permet la cohésion qu'on a dans le texte. C'est tout à fait vrai et ça se ressent dans leur écriture. On sent qu'ils laissent la place à l'autre, ça c'est une évidence, qu'ils se font en effet un ping-pong littéraire. Mais ma question à tous les deux, Jean-Philippe et Sarah, était aussi sur la part de censure, entre guillemets, que vous vous étiez imposé ou non pour certaines... alors, je ne vais pas appeler ça des nouvelles parce qu'au final, le récit est totalement complet. Il n'y a pas des nouvelles séparées. Il faut bien que tout le monde comprenne ça. C'est un récit unique, mais avec différentes voix. Est-ce que vous vous êtes fixé une limite? Parce qu'il y a notamment la 3e nouvelle avec Cédric, où en effet, on va plutôt loin. Oui, on peut appeler ça. Certains ont été choqués, il me semble, j'ai lu certaines critiques qui ont été surpris de ce malaise.
Justement, comment vous vous êtes fixé une limite ou au contraire, il n'y en avait aucune et vous vous êtes vraiment amusé à pousser le bouchon très loin? JP, non? OK, je vais y aller. Ben, je sais pas, c'est ton chapitre qui est. Oui, on parle de moi. On parle de toi, hein? Ben, c'est drôle parce que Et notamment de cette fameuse oui, ben, si on parle check, du tout à fait. troisième, oui, non, c'est ça. En fait, on a enregistré l'audiolivre au printemps dernier et j'ai réalisé que je m'assagis parce que j'étais choqué par ce que j'avais écrit. J'étais en train de le lire, puis je me dis, mais ça n'a pas de bon sens, ça n'a aucun maudit bon sens, c'est tellement vulgaire, c'est tellement intense, c'est tellement détraqué comme psychologie de personnage. Puis en même temps, ça fonctionne, je me suis permis d'aller là. Je crois que non, il n'y avait pas de contrainte. Mais il faut dire que l'esthétique aussi des éditions de ta mère, c'est ça depuis le début, tout est permis, c'est un peu anarchique. Ils veulent faire, ils ont toujours voulu se positionner dans la marge. Je dirais que malheureusement pour Maxime, ils sont rendus un peu plus mainstream. Désolé, Maxime. c'est les revers du succès. On finit par se recentrer. Mais il reste qu'au départ, le branding de la maison d'édition, ça a toujours été de sortir des sentiers battus puis de faire de la littérature qui écorche. Donc, ce n'était pas une commande de la part de la maison d'édition, mais on savait qu'on avait cette liberté-là. Puis moi, à l'époque particulièrement, dans mon théâtre, j'ai toujours été assez rentre-dedans, j'ai toujours aimé écorcher, j'ai toujours eu ce style-là, donc je m'en suis permis. Mais j'avoue que, ouais, vraiment, je sens que mon style change avec le temps parce que moi-même, je ne pourrais pas écrire quelque chose comme ça aujourd'hui. Ce qui est bien, c'est ça qui est formidable de commencer à écrire jeune, c'est qu'il y a des choses qu'on se permet de faire, qu'on ne ferait pas trop tard. Puis c'est pas... plus de sagesse, c'est pas toujours bon en littérature non plus. Je me rends compte qu'on finit par se censurer soi-même, même si personne ne nous l'a demandé. Puis, mine de rien, j'ai 33 ans, j'avais 23 ans quand j'ai écrit ça. Puis, je pense que c'est formidable. Il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas écrire avant d'avoir acquis beaucoup d'expérience de vie. Puis, je pense qu'au contraire, je pense que c'est bon d'écrire très, très jeune parce qu'on se permet de dire des choses qu'on ne dira pas plus vieux. Puis, rapidement, quand on tournait, la prémisse de la pièce, c'est quand même, j'imagine, une idée que vous avez eue qui est un peu, qui flirte avec quelque chose d'un peu l'horreur ou le gore, le clou qui déchire les dos d'une centaine d'enfants. On est quand même dans quelque chose d'assez, je ne sais pas comment dire, rentre dedans à la base. Puis nous, en développant nos personnages, on savait qu'on aurait des personnages d'adolescents qui seraient des espèces on a tous choisi des personnages alter ego, je ne veux pas dire ça de toi, de moi non plus, mais des trucs de projection fantasmée nous-mêmes un peu. Et puis on savait absolument, on exagère les traits, mais oui. On exagère les traits, mais c'est des espèces de caricatures de nous-mêmes ou de notre adolescence. Et puis on savait J'étais le nerd obsédé par les statistiques au secondaire. Oui, puis moi aussi, j'étais l'espèce... j'ai pas de sœur, mais j'étais cette espèce d'observatrice un peu. L'histoire du baiser, c'est du fait vécu. Là. J'ai eu un problème avec un embrasseur qui avait des broches, puis ça s'est mal passé. Mais en tout cas, bref, au-delà du fait vécu, on savait qu'il y avait On a la vidéo. On a la vidéo. On savait qu'on était dans cette zone-là du coming of age, là, si on veut, là, du récit initiatique d'adolescence, puis que ça tournerait autour d'une certaine... Puis qu'on jouait un peu à voir comment on allait aborder ça, puis à repousser les limites. Il y avait quelque chose d'un peu délinquant aussi dans cette œuvre-là. On dirait que le fait d'être 4 aussi, ça nous donnait cette puissance-là. C'est-à-dire que c'est pas mon nouveau roman, c'est le jeu qu'on a joué à 4, puis on sort ça. Donc, le quatuor nous décomplexait aussi, je pense, un peu dans l'écriture. Il y avait ce jeu-là d'aller un peu loin, d'impressionner, pas d'impressionner, mais de jouer avec les autres dans ces zones-là un peu troubles là, de la sexualité adolescente. Absolument, oui. Est-ce qu'il y a eu un arbitrage entre vous, d'ailleurs, sur certaines nouvelles, entre guillemets? Est-ce que certains sont intervenus sur d'autres textes? Et est-ce que si l'un avait empiété sur l'autre par rapport à un personnage, est-ce que vous avez arbitré entre vous? Est-ce que c'est l'éditeur qui a arbitré certaines choses ou au contraire, le texte, la V1, entre guillemets, et définitivement la V2? Je pense que ça s'est fait, je pense, on a à peine eu de négociation. C'était vraiment des discussions très agréables parce que
au final, c'était la meilleure idée qui gagnait. Puis je pense qu'on était pas mal tous d'accord sur c'était quoi la meilleure idée la plupart du temps. Donc, on a simplement fait ah oui, absolument, ça fonctionne, ça fonctionne. Il n'y a pas eu, j'ai pas souvenir d'avoir négocié, Maxime, tu peux peut-être me corriger, mais ça a été c'est Pas un du tout. processus facile, vraiment. Ouais. La seule scène qu'on a, la seule imposition qu'on a eue, Mathieu et moi, sur le travail éditorial, c'était dans le texte de Simon. Il fallait que la scène de glissade d'eau, la scène où tous les enfants se blessent et s'ouvrent le dos, soit très. Simon, dans sa première version, avait fait, c'était plus évasif, il n'en parlait pas assez. T'sais, on voulait vraiment que la scène soit centrale parce que c'est le point pivot du texte. Donc, ça, on a beaucoup poussé pour que Simon aille au maximum dans l'histoire. C'était sa responsabilité de bien raconter cette histoire-là. Mais sinon, ça s'est fait. L'édition, ça a été les 4 auteurs et moi assis à une table à rigoler pendant un après-midi de temps et à choisir quel personnage interviendrait où et qu'est-ce qu'on modifie. Mais tout a été fait en collégialité, puis il n'y a pas eu de. Personne ne s'est marché sur les pieds, puis il n'y a personne qui a fallu obliger à quoi que ce soit. Là. Tout le monde était dans le plaisir et dans le plaisir de ce projet qui se peut pas. Là. Puis je tiens à dire que c'est pas toujours comme ça. Hein. Là, on a l'air. Non. Genre que, tu sais, c'est pas au Québec que tous les processus d'édition sont complètement peace and love. Là. Pour moi, ça reste un espèce de précédent, un processus aussi ludique et simple. C'était vraiment simple. Puis je pense que si on avait voulu créer quelque chose d'aussi simple, on n'y serait pas arrivé. Il y a vraiment des projets comme ça qui arrivent une fois par, je sais pas, 10 ans, où les as sont alignés, puis on voudrait le refaire, puis ça ne fonctionnerait probablement pas, parce qu'on se mettrait la pression de revivre ce plaisir-là et cette simplicité-là, puis juste de vouloir le faire, je pense que déjà là, parce que tout le monde est ailleurs aussi dans sa carrière, parce que comme moi, comme éditeur, comme j'ai plus de responsabilités maintenant, ayant comme JP a raconté, ayant atteint un point un peu plus grand public, on a une certaine responsabilité. On a tous vieilli aussi nécessairement, donc on est plus nuancé. Donc, ça ne serait pas la même chose. Je pense qu'on a tous envie de le refaire, puis en même temps, tout le monde sait que c'est peut-être pas une bonne idée. Donc, je sais. Et aussi, on n'avait rien à perdre au moment où on l'a écrit. On était tous quand même pas mal au début de notre carrière. Simon puis Sarah, quand même, vous aviez déjà quelques productions à votre actif. Moi, ça faisait seulement 2 ans que j'étais sorti de l'école de théâtre. Mathieu avait écrit ses romans, mais quand même, on était tous… alors que là, peut-être que faire un projet aussi champ gauche, je pense que je serais quand même game de le faire, mais disons que j'aurais peut-être plus conscience du risque que ça comporte de faire quelque chose d'aussi étrange sur papier. On le sait maintenant, c'est facile à dire, on voit le livre, on le sait que c'est bon, on le sait que ça a fonctionné, mais disons que le pitch de vente, c'est sûr que j'hésiterais plus longtemps peut-être avant d'accepter de faire un projet comme ça aujourd'hui aussi. Je confirme que quand on le présente, il y a des gens qui nous regardent un peu circonspect. Après, nous, ce qui fait qu'on l'a choisi aussi, c'est justement, en fait, l'existence de Bouclard, elle est vraiment liée à ce que j'ai expliqué sur la revue. Au départ, on expliquait un peu, on utilisait le terme gonzo, vous voyez, qui venait des textes type Hunter Thompson, qui fait des enquêtes complètement barrées, ou pour parler d'un marathon à Honolulu, il le fait, mais bourré. Et du coup, moi, je suis très lecteur de textes autour des frics, c'est-à-dire des gens qui sont un peu hors de la société, un peu dans les marges. Peut-être que vous connaissez sans doute Harry Crews, auteur américain, mais voilà, on est un peu là-dedans. Et en fait, en lisant Les Cicatrisés, et je trouve qu'il y a ce côté-là, c'est-à-dire il y a un côté frics et qui touche à l'adolescence. Et ce qui est super, c'est que en fait, ces personnages, on a tous été un peu ces personnages. On a tous plus ou moins connu une Chelsea. On a tous eu un copain qui était gay mais qui n'arrivait pas à le dire et pour qui c'était un problème, un espèce de poids dès le départ, alors que voilà, c'est un fait. Et du coup, ces personnages, ils sont hyper attachants. Et moi, j'ai pas ce regard. Je trouve que c'est pas du tout un texte trash. En fait, quand on est adolescent, on pense à des trucs comme ça, c'est inhérent. On a des pensées, des trucs, il y a du sexe, il y a des choses, voilà. Et ça fait partie de la vie et c'est ce qui nous construit. Et puis après, on grandit et la perspective et les choses changent, évoluent. Mais je trouve que ces personnages, ils sont extrêmement attachants. Et effectivement, on sent qu'ils sont inspirés de vous, de lieux que vous connaissez
Et c'est ça qui est intéressant dans la littérature. Ça part pas selon moi, ou ce que nous, on a envie de sortir. C'est qu'il y a une histoire, il y a les gens qui l'ont fait, il y a les truchements, et sur quoi on peut nous-mêmes retrouver des choses qui nous parlent. Et surtout, c'est un texte qui est extrêmement drôle. Moi, les premiers retours qu'on a, c'est un texte qui est sorti il y a 15 jours en France, donc c'est très récent. Mais je discutais hier, et je l'en remercie, avec Sylvain, qui est libraire à la librairie Mola à Bordeaux, où je me trouve, là, dans une petite chambre d'hôtel. Sylvain me disait qu'il s'est fendu la poire. En fait, il le lisait dans un temps mort, dans une salle avec de pas perdu, et il était bidonné de rire. Et moi, je trouve qu'aussi, lire un texte comme ça qui aborde une thématique d'adolescence, de rapport des adolescents avec ce que c'est le monde adulte et ce que ça va devenir pour eux après, d'avoir ce côté un peu nerd, de plein de choses qui sont dans leur tête et on sent que ça bouillonne, et de réussir à en rire et de parler de sexualité, de rapport au genre, de cette façon-là, mais c'est un vrai plaisir, ça fait vraiment du bien, quoi. Et c'est pour ça qu'on a vraiment voulu sortir ce texte et de le défendre. Et que malgré parfois les yeux circonspects en disant quoi, une histoire qui commence dans un toboggan où il y a un clou mal planté et 118 gamins se font cicatriser, dont un qui se lance sur le ventre et à qui il arrive un truc bien particulier, je vous laisse imaginer la scène. Moi, je trouve ça absolument génial. J'ai envie de défendre ces textes-là, et avec les garçons, c'est pareil. C'est un petit bonbon, quoi. C'est un petit bonbon, et c'est ce qu'on cherche aussi, cette fluidité. Tu vois, tu parles de nouvelles. Pour moi, non, c'est des saisons, et elles sont tricotées. Il y a un lien entre elles, sur ces personnages notamment, et c'est une glissade, quoi. On lit et bim. Et moi, j'ai vraiment envie de défendre des textes comme ça. Tu lis dans les arguments de vente, moi je dis que c'est un truc qui se lit en 2h30 si tu es bon lecteur, sur un trajet Nantes-Paris. Et c'est un peu la littérature pulp, qui se lit bien, et tu finis et tu dis waouh, ça fait du bien, quoi. Ce genre de texte, en France, en tout cas, on n'est pas forcément très friand de ce genre de texte un petit peu à la lisière des genres. Là, pour le coup, ça fait du bien, clairement, de voir ce genre de texte, et j'espère que le public sera présent pour ce texte. Il y a d'ailleurs quelque chose qui m'a frappé, c'est qu'il n'y a pas le nom des auteurs après chaque saison, en tout cas dans l'édition Bouclard. Je ne sais pas si dans les éditions Ta Mère c'est aussi le cas, mais ça prouve aussi votre cohésion ou votre absence d'ego, comme parlait tout à l'heure Maxime. C'est un choix particulier, justement, d'avoir fait cela et de laisser le suspense, entre guillemets. J'ai pensé tout le livre pour savoir qui écrivait, et notamment pour savoir si Sarah était l'autrice de la première. J'y ai fortement, évidemment, pensé, puisque c'est le seul personnage féminin, mais c'est pas si évident quand on ne vous connaît pas de savoir qui a écrit quoi. Et tant mieux, parce que au contraire, le livre a vraiment une forte unité. Alors, par rapport à ce choix-là, est-ce que c'était volontaire ou non? Qu'est-ce qui vous a forgé par rapport à cette idée-là? Je confirme que c'est un choix volontaire dans l'édition originale, pour être encore dans cette idée-là que c'est un roman écrit à 4, ou justement laisser l'ego de côté, laisser la personnalité de l'auteur de côté, pouvoir être à 100% dans le récit de ces personnages-là. Pour nous, ce n'était pas une information qui est primordiale de savoir qui a écrit quoi. On voulait surtout éviter que des gens aillent directement à l'auteur qu'ils connaissent. On voulait vraiment que ça soit lu comme un roman. Et il y avait aussi il y avait une affirmation d'un concept dans cette idée-là, de ne pas mettre les auteurs de l'avant à chaque morceau. Donc, les 4 sont ensemble, l'ordre est donné, évidemment. On ne cache pas l'information, mais c'est pas mis de l'avant, et c'est voulu. Puis je suis content de savoir, j'étais content quand j'ai vu que Bouclard avait fait la même chose, en fait. Puis ils avaient compris, ils ont très bien lu le texte, ils ont très bien compris le texte, et ils ont eu la même intention. À moins que je me souvienne pas de quelque chose, on ne s'en est pas parlé, puis ils ont fait le même choix que nous. Donc, moi, je confirme, on ne s'en est pas parlé, et nous, on a tenu à rester dans le même processus, de ne pas changer ce que vous aviez imaginé, au même titre qu'à aucun moment on a imaginé retoucher le texte pour que, entre guillemets, on tombe dans l'idée de l'adapter pour un public français. Il fonctionne comme ça, il a été écrit comme ça, il est fluide,
il est tout à fait compréhensible et c'est ce qui fait tout son intérêt, c'est que c'est pas notre langue à nous, mais elle est aussi, voire peut-être pour moi, de certains aspects, peut-être parfois plus riche. Et donc, on s'est refusé à toucher ou traduire ou mettre un glossaire. Parce que, voilà, c'est un texte, on le prend et on le défend tel quel. Sinon, on fait autre chose ou on ne le publie pas. En tout cas, nous, c'était pas, on ne l'aurait pas fait si on avait imaginé voilà, ou avoir cette contrainte de le retraduire ou agencer différemment. Donc, on a respecté le texte original et la dynamique dans laquelle il a été pensé. C'est Et parfait vous parce verrez, qu'on n'aurait pas accepté non plus que qu'il y ait changement au niveau du texte ou même glossaire. Je pense que même en France, Google existe. Donc, s'il y a des termes qui sont moins connus, on peut les rechercher. Mais oui, c'est ça. On s'est bien entendu là-dessus, sur cette vision de la langue-là et de comment l'intégrité du texte était hyper importante pour tout le monde aussi. Et en fait, on peut le lire, mais vraiment sans à aucun moment chercher les mots qu'on ne comprend pas. Parce que c'est fluide, on comprend l'intention, on sait comment ça arrive dans l'histoire. parfois Et c'est plus fluide qu'en français. Pour ouais, être parce honnête, qu'on certains mots comprend ont plus de nuances. tout à fait. Et ça vient aussi de la culture pop. Moi, je suis de la même génération, je suis un petit peu plus vieux que vous, je pense. Mais j'ai la même culture et on a des croisements. Et en fait, voilà, on comprend et c'est extrêmement fluide et c'est très, très riche parce qu'on ne voit pas les choses d'un point de vue linguistique de la même façon, mais il y a des choses communes et ça fait tout le piment de l'histoire. Une histoire comme ça, avec cette langue-là, encore une fois, c'est du bonbon, quoi. C'est un vrai plaisir. Donc, hors de question d'y toucher, quoi. C'est encore plus visible en lecture à voix haute, où en effet il y a des extraits sur certaines plateformes, où là les auteurs lisent leur texte. Donc là on sait qui écrit quoi. Mais pour le coup, c'est extrêmement visible et il ne pouvait pas y avoir de coupe ou de traduction. C'est une évidence. Vous verrez tout à l'heure avec un petit extrait de Jean-Philippe et de Sarah à quel point c'est parlant. Jean-Marc? Oui, merci Anthony. Bonsoir Sarah, Jean-Philippe, Maxime et Benjamin. Désolé, je suis comme Benjamin et Anthony, j'ai un accent, donc vous l'excusez. D'abord, merci pour être présent et je ne connaissais pas du tout le livre, mais enfin, j'en avais juste un peu entendu parler par Anthony, mais ça donne vraiment, enfin, vous le vendez très bien et puis alors la référence à Hunter Thompson et Harry Crew en plus, alors là, c'est la cerise sur le gâteau. Hein, donc, il est vendu, c'est bon. Moi, j'ai déjà hâte de m'y plonger. Je voulais revenir sur cette écriture, donc non pas à 4 mains, mais à 8 mains, donc finalement. Est-ce que c'est déjà assez ancien? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez renouvelé ensuite? Alors, pas forcément à 4, mais sur d'autres parutions, d'écrire en binôme ou plus? Ou est-ce qu'après cette expérience, vous avez continué chacun de votre côté et que finalement, vous vous retrouvez là pour la traduction française un peu pour la première fois depuis 10 ans? Moi, j'ai continué à travailler, mais surtout dans des projets de théâtre, donc dans des productions plus en mode création collective, mais en termes de parution, je pense que c'est mon seul ouvrage à plusieurs mains croisées. Après, c'est un bonheur comme je dis, ce projet-là a tellement une place unique dans nos vies, c'est-à-dire que ça a été tellement une espèce de bulle magique qui est apparue que c'est un vrai bonheur de retrouver Jean-Philippe et les autres pour en parler. Puis c'est vraiment, il y a quelque chose d'une capsule temporelle parce qu'effectivement, ça commence à faire vraiment longtemps. Puis c'est drôle de voir comment chacun on a évolué dans nos pratiques respectives. Je suis très fan là, de mes co-auteurs, donc j'ai lu tous les romans de Jean-Philippe. Je suis Simon, Mathieu et tout, donc c'est beau de voir qu'on s'est retrouvés à ce moment-là puis qu'on a créé ça ensemble. Mais moi, ça demeure une de mes... En fait, moi, pour être parfaitement transparente, c'est pas quelque chose habituellement que j'aime beaucoup écrire avec les autres. C'est quelque chose que je trouve difficile. Souvent, je trouve que quand on écrit ensemble, il y a quelque chose du compromis, il y a quelque chose de l'espèce de flux d'écriture qu'après, il faut rationaliser ou rationaliser au contact avec les autres. Puis souvent, je trouve que ça perd de sa saveur. Mais ce projet-là, comme je disais, il y a eu cette magie-là unique qui fait que j'ai l'impression que chaque chapitre est vraiment plein de nos saveurs personnelles. Puis Ouais. on ne s'est pas amoindri là, au contact des autres.
Ouais, moi non plus, j'ai pas coécrit. En fait, je ne pas en littérature. J'ai aussi en théâtre, j'ai collaboré. Puis j'écris pour la télé aussi, à la télévision. J'ai fait ça aussi de la coécriture. C'est quand même plus fréquent, là, avoir deux scénaristes sur un même projet. Mais tu vois, moi aussi, je me suis rendu compte, surtout au niveau de la langue, c'est là, je crois que je trouve ça plus difficile de collaborer. Avoir plus d'une personne qui dialogue, par exemple, sur une série télé, parce que ça, j'en ai l'expérience. Je trouve que ça finit toujours par paraître parce que les compromis font qu'on finit par un peu aplanir, si on veut, la langue, alors que c'est quelque chose de tellement unique à chaque auteur. Puis même si on essaie de développer un style commun, finalement, il y a quelque chose qui se perd dans l'unicité de la langue de chaque auteur. Puis c'est ça qui est formidable, malgré le fait qu'on ait coécrit le roman à quatre. Comme chaque chapitre est narré par un personnage différent, bien, il y a cette couleur-là quand même qui est unique à chaque portion du récit. C'est pour ça que je pense que le livre fonctionne aussi bien. Mais ouais, moi, j'adore travailler sur la structure, réfléchir, brainstormer à plusieurs, mais quand vient le temps de dialoguer, on dirait que moi, je suis plutôt fan de faire ça seul pour être certain de donner la direction à ce que j'écris. Ouais. J'aimerais que vous nous parliez de vos personnages. Vous avez choisi un personnage et c'est quelque chose de fort pour le coup, puisqu'il va vous accompagner. Oui, on rentre forcément dans le côté un petit peu plus personnel, hein, je suis désolé, mais il faut qu'on l'aborde hein, quand même. Votre regard par rapport à votre adolescence, évidemment, vous vous sentez proche de ces personnages. Donc, ma première question était sur ce personnage-là, sur le personnage que vous avez décidé d'incarner dans votre texte, et également, est-ce qu'en lisant le texte des autres, vous avez eu envie de ressembler à l'un d'eux? Un personnage des autres? Oui, des trois autres. Ah, quelle excellente question. La première partie de la question, c'était un peu pourquoi avoir choisi Chelsea, notre ouais. personnage. En fait, moi, mon personnage, elle n'a pas de nom. Elle s'appelle la sœur de Chelsea. Donc, c'est vraiment le personnage qui est l'ombre d'un autre personnage. Je pense que c'est un rapport à mon adolescence aussi, où j'avais envie de faire le récit autour d'une espèce d'histoire, d'une histoire d'amour, ou en tout cas que le clou est... Parce que aussi, bon, excusez, je m'en vais dans tous les sens. Mon thème, c'est le printemps. Donc, j'avais vraiment cette idée-là du printemps, de la sève, du rapport à la sexualité, un peu l'éveil du printemps de Vénéguine. J'étais un peu dans ces zones-là, le sirop d'érable, bon, toutes ces métaphores-là. Et puis donc, mais j'avais pas envie que mon personnage incarne ça. Moi, j'étais comme ça, adolescente, j'étais pas la plus... j'étais pas celle qui a eu des chums en premier. Donc, j'étais un peu comme dans l'ombre des autres et je trouvais le sirop d'érable, oui. Je vous mets des petits québécismes là, pour faire un peu folklorique, tout ça. Non, mais donc j'avais envie d'un personnage qui vivait ça par procuration, d'un personnage d'espionne qui était plus dans l'observation que dans le ressenti. Et ce que ça m'a amené à explorer dans la narration, c'était quelque chose d'un peu d'une piste. Donc, il y avait quelque chose d'un peu presque de détective, de quelqu'un qui suit quelqu'un d'autre. Donc, il y avait une espèce de rythme un peu haletant de l'enquête que j'ai développé autour de ce personnage-là, qui, dans les faits, est assez proche là, de l'adolescente que j'ai été, c'est-à-dire que j'ai été quelqu'un qui projetait plein de choses sur les autres, mais qui ne vivait pas grand-chose elle-même. Là. Donc, c'est un peu ça. Et puis, à la lecture des autres, je dirais que j'ai été super touchée puis ravie de voir les univers que les autres ont développés. C'est sûr que c'est ça, j'avais comme une affection particulière pour le personnage de JP parce que c'est lui que j'ai pris pour en faire un personnage de mon récit. Là. Donc j'avais comme une espèce à travers mon personnage, une espèce de kick sur, sur le personnage de JP. Un kick, ça veut dire un béguin, un faible pour le personnage de Jean-Philippe. Mais sinon, dans l'écriture, moi, j'étais vraiment axée sur le personnage de la sœur, qu'elle idéalise. C'est un peu comme une sainte, c'est un peu comme tout ce qu'elle voudrait être. Puis elle a un rapport très, très protectionniste aussi autour d'elle. Elle veut que personne espionne sa sœur à part elle. Donc, c'est ça que j'ai exploré. Que
tous les textes sont aussi une quête vers l'amour, vers la sexualité. En effet, il y a toujours cet angle de vue. Là, pour le coup, la sœur Chelsea s'éprend d'un homme plus âgé. Donc, il y a aussi ce rapport qui est très particulier, des jeunes filles qui ont entre 16 et 18 ans la plupart du temps et qui s'éprennent d'un homme plus âgé. Et tous ces rapports-là aussi qui sont extrêmement difficiles à comprendre pour les deux parties. C'est aussi tout ça, cette complexité. Moi, ce que j'aime dans tous vos textes, c'est que vous avez réussi à prendre des choses extrêmement graves, des choses extrêmement parfois complexes psychologiquement, et d'arriver à en faire quelque chose de drôle, mais pas seulement. Vous ne faites pas qu'un récit comique. Il y a quand même quelque chose derrière. Il y a des trames de la société qu'on voit passer régulièrement, et c'est extrêmement contemporain là aussi, pour le coup. Tous les jours, on voit ce genre de problématiques et s'affirmer, que ce soit dans les universités ou ailleurs. Donc, c'est ça que je trouve très fort dans ce que vous avez tous fait, c'est que vous arrivez à faire rire, à rendre les choses parfois satiriques, parfois loufoques, mais toujours avec l'angle de la société derrière, comme une épée de Damoclès. Et ça, c'est plutôt extrêmement rare. Puis ceci dit, je ne pense pas que je serais en mesure aujourd'hui, à l'époque où on vit, d'aborder ces thématiques-là avec autant de désinvolture. Je pense que la jeune femme de 16 ans qui couche avec un immigrant mexicain, en tout cas plus âgé, je ne sais pas si j'aborderais ça avec autant de pétillance un peu par-dessus la jambe, mais je pense que c'est ça, c'était ce projet-là, c'était pas c'est ce qui fait l'innocence du texte. Exactement. Ouais. Ouais. Vous n'avez pas été parasité par certains débats en effet actuels. Non. L'innocence, la candeur. Mon Dieu, qu'on était là-dedans, les yeux fermés, oui, absolument. Et Jean-Philippe, alors, votre personnage, il faut qu'on en parle, bien sûr. Oui, non, écoute, mais c'est intéressant parce que moi, ce qui m'a intéressé, quand j'étais ado, moi, une chose qui m'a fasciné, c'est quand mes parents ont divorcé, je pense qu'ils avaient beaucoup de culpabilité par rapport à ce qu'ils faisaient à leurs enfants. Puis, je dirais que rapidement, mes sœurs, on s'est rendu compte qu'on pouvait un peu en abuser. On n'en abusera certainement pas autant que le personnage de Cédric Eberstark que j'ai créé. Mais moi, ça me fascine à quel point, quand on arrive à la préadolescence, à l'adolescence, il y a beaucoup d'enfants qui sont premièrement beaucoup plus omniscients et conscients de ce qui se passe dans le monde adulte que parfois leurs parents le perçoivent. Puis, le moment où on se rend compte à la préadolescence que nos parents sont faillibles, puis qu'ils vivent beaucoup de culpabilité par rapport à leur façon de nous élever ou les attentes qu'ils ont envers eux-mêmes comme parents, quand on est un petit peu machiavélique, on peut utiliser ça à notre avantage. Puis, disons que le personnage de Cédric Eberstark, pour moi, c'est ça. C'est un garçon qui est absolument conscient du sentiment de culpabilité et d'incompétence que tous les adultes du village sentent à l'égard des enfants. Puis là, il décide d'organiser ça avec sa grande intelligence, mais des habiletés sociales, disons, discutables, décide d'organiser les enfants pour en faire une sorte de révolution. Puis après ça, évidemment, je fais des parallèles un peu... le personnage fait des parallèles un peu boiteux avec des mouvements de droit civique de toutes sortes en se comparant à un juif ou à un noir américain ou aux étudiants de la place Tiananmen parce qu'il a l'impression qu'il vit un combat comparable. Puis par rapport à ça, je ne sais pas pourquoi, mais moi aussi, éventuellement, la sexualité a percolé parce que on dirait que c'est à peu près la seule chose dont je me souviens de mes 13 ans, c'est d'avoir été en érection 18 heures par jour, à peu près. C'est ça, avoir cet âge-là. Puis, je dirais aussi ce qui est intéressant, je sais pas, je pense que la question aussi de l'interdit est quelque chose qui est super excitant à cet âge-là parce qu'on n'a pas le langage pour parler de sexualité, on ne sait pas trop comment, c'est très excitant. Puis c'est vrai aussi, moi j'ai 33 ans, fait que j'ai été, disons, la première génération à faire une grosse partie de son éducation sexuelle par Internet. Puis il y a un peu ça aussi que je voulais illustrer dans le livre, à quel point ça peut donner une vision tordue de la réalité, quoique mon intention, ce n'était pas non plus de dire « Regardez à quel point Internet fuck complètement le rapport à la sexualité de nos enfants. » Je ne voulais absolument pas être moralisateur. Disons que pour moi, c'était plus une façon sympathique de l'illustrer. Puis aussi, l'autre truc, moi, je suis aussi fasciné par les enfants extrêmement précoces et trop intelligents pour leur âge.
on dirait que la plupart du temps, ça fait des enfants extrêmement torturés, extrêmement angoissés parce qu'ils comprennent beaucoup de choses, ils savent beaucoup de choses, mais ils n'ont pas nécessairement encore la maturité émotionnelle pour vivre avec tout ça. Puis moi, personnellement, je ne sens pas que j'ai vécu ça à l'adolescence, mais je l'ai beaucoup observé chez les enfants de mes amis. Puis ça me fascine vraiment d'observer ça. Fait qu'il y avait ça aussi qui m'avait inspiré pour le personnage. Puis aussi, le nom du personnage, je voulais absolument, ça c'était un choix, je voulais vraiment qu'il y ait un nom désagréable à prononcer, qu'on sente qu'il y a des broches, puis que quand il dit son nom, c'est désagréable, puis que ça sonne mal. Fait que Cédric Hébert-Stark, il y a quelque chose de très percussif, très occlusif. Puis j'étais content d'avoir trouvé ça. Je pense que c'est Max et moi, en brainstormant, on a trouvé ça ensemble. C'est pas quelqu'un que tu connaissais de ton primaire qui avait ce nom-là, justement? C'était inspiré de, c'était pas Hébert Stark, mais c'était... j'oublie le nom. Mais bref, c'était un Cédric. C'était Cédric, oui. Ouais. Et il y a le personnage aussi qui est celui de la saison de Simon Boulris, qui s'appelle Bouboule. Il y a aussi, moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Il y a une espèce de bonté. Et quand vous connaissez, quand vous découvrez qui est Simon, il y a une espèce de connexion qui se fait. Il y a quelques jours, Simon a échangé sur une discussion avec Jean-Philippe pour la sortie de le nouveau roman de Simon, le nouveau sa livre, pièce, une pièce de théâtre, et qui s'appelle Nous nous sommes tant aimés, qui vient de paraître aux éditions de ta mère. Donc c'était un show assez incroyable où ils ont fini par courir et discuter sur un tapis de course. Et Simon parlait justement de comment il est lui. C'est un livre qui raconte... alors, on n'a pas le même, d'ailleurs, terme en France, que ça n'existe pas, ce concept de fête de fin de lycée ou de collège. Et on se retrouve 10 ans après. Comment c'est le terme Un conventum. Un conventum. Conventum. Chez nous, ça n'existe pas. Et du coup, Simon expliquait ce côté qu'il a gardé et qui est dans ses textes. C'est quelqu'un qui est extrêmement bienveillant, comme vous d'ailleurs, Sarah et Jean-Philippe, souriant. Et on voit que ce personnage de Bouboule, il est extrêmement attachant. Moi, c'est un personnage qui vient dans ce tricotage d'histoire, ramener quelque chose qui est extrêmement contemporain, mais avec quelque chose de, pour moi, très simple. De découvrir le fait qu'on est un garçon, mais qu'on peut aimer des garçons, que se retrouver dans une piscine, ça permet d'être un peu plus collé aux garçons sans que ça pose un problème. Et de lécher une épaule. Et lécher une épaule. Et il y a quelque chose qui est très, très beau, c'est-à-dire on se dit, mais alors pourquoi on se prend la tête avec ça et pourquoi c'est encore un problème pour un certain nombre de personnes et voilà. Et moi, je trouve que ce texte, il a aussi cette force-là, quoi. C'est la beauté de ces personnages et une forme de simplicité, d'adolescent et quand vous l'avez écrit, de réussir à retranscrire ça, je trouve ça vraiment, vraiment hyper intéressant. Et voilà, c'est ce qui fait ce lien, ce fil conducteur entre ces personnages. Et Mathieu, c'est pareil, qui finit le livre. Donc, je ne vais pas spoiler, mais il y a aussi ce que vous disiez, c'est que vous écrivez pour la télévision. Lui, il est réalisateur, scénariste. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que dans un de ses shows qui s'appelle Mouvement de Luxe, que je vous invite à regarder, qui est complètement barré, c'est des formats d'1 minute 30, 2 minutes, personne ne connaît ça en France. C'est con. Oui, mais c'est complètement barré, mais c'est vraiment hyper drôle. Donc Jean-Philippe en fait un peu c'est des petits personnages, des petites puppets, petites marionnettes, et Jean-Philippe fait un peu la voix. Je ne sais pas si Sarah t'en a fait d'ailleurs. Non, j'en ai pas fait. Des voix dans... mais j'en ai pas fait. Mais il y a ce côté aussi où il y a un scénario, en fait, on les voit, les personnages. On les voit, on les imagine, et effectivement, c'est ça qui retourne au théâtre. On les entend. Ils sont là, en fait. Et c'est ça qui est hyper touchant et hyper vraiment génial dans ce texte-là, c'est que ce côté théâtre, on sent que vous les incarnez et que les personnages sont vivants et que moi, je les vois, je les imagine, je les ai là. Et on a ça sur tout le texte. Et ça fait partie aussi des choses qui nous ont dit, mais voilà, ce texte-là, il est pour nous parce que c'est ce qu'on veut défendre dans cette collection 109.
c'est ces personnages avec une singularité, des particularités. J'en reparlerai, mais c'est lié aussi à un texte qu'on va sortir en mai prochain, qui est vraiment sur la même dynamique. Et en fait, là, c'est le premier texte, et on a un peu les bases. Et c'est pour ça qu'on a un peu maison d'édition un peu sœur, j'ai envie de dire. Parce que éditeur, c'est des maisons, mais c'est aussi des humains, et c'est un métier, éditeur ou éditrice. Et du coup, voilà, les textes circulent et dans plusieurs vies, quoi. Tu parlais de l'image, tu sais, comment les textes sont imagés, comment on les voit, comment on se sent avec là. Puis pour moi, tout ça tient de quelque chose qui est très cher chez nous, c'est l'oralité des textes, c'est le langage utilisé. Donc, d'être le plus près possible, ce qui est faisait avec des auteurs de théâtre, mais avoir une narration qui est sentie, mais avoir une première personne qui est dans un français qui est beaucoup plus oral, sans être joalisant, sans être cette version-là de coureur des bois que certains auteurs affectionnent, ce qui n'est pas notre cas. Et c'est ce qui fait aussi qu'on ne veut pas changer la langue quand les textes traversent. La langue devient un outil comme d'imagerie. C'est pas juste le vocabulaire utilisé, c'est la manière dont elle est construite, la manière structurelle qui fait qu'on s'est incarné, qu'on est là avec eux directement, puis qu'on est dans la scène. Il n'y a pas la distance d'une langue plus normative ou d'un narrateur plus straight. Donc, pour moi, c'est vraiment important et ces 4 auteurs-là le font excessivement bien. Puis c'est ça qui fait que ça marche, qu'on les aime autant et qu'on se sent si près d'eux, c'est qu'on est. Il n'y a pas d'intermédiaire, on est avec eux par le langage, je trouve. On n'a pas parlé encore de cette scission entre les cicatrisés et les intacts. Donc, c'est 118 enfants qui sont cicatrisés dans le dos, 117 en tout cas dans le dos. L'autre, vous le saurez peut-être plus tard. Il y a quand même ce côté un petit peu secte, au final, de ces individus qui sont au début une sorte de répulsif, ensuite adulés. Il y a quand même ce côté... oui, secte, groupe, sentiment d'appartenance à un groupe qui fait tout dans l'adolescence. C'est peut-être la base, peut-être même de ce moment-là dans une vie. La séduction, le regard de l'autre, le regard d'autrui, évidemment le sexe, mais j'ai l'impression que vous abordez tellement de sujets sans y mettre totalement les pieds dedans. Ça, c'est subtil. Il y a quand même, vous abordez tous les thèmes récurrents de l'adolescence avec beaucoup de subtilité. Comment vous avez travaillé justement sur cette longueur? Vous aviez un cadre particulier au niveau de la taille. Comment vous avez réussi à mettre autant de choses avec si peu de mots? Est-ce que c'est une qualité québécoise? Est-ce que Je dirais c'est un que c'est style plus québécois? une qualité d'auteur de théâtre parce que le théâtre force la brièveté. Être capable d'aborder des enjeux avec nuance en 1 heure et demie, c'est quand même un bon défi. Le roman, je peux m'étendre comme je veux. Au théâtre, ça force à aller vers l'essentiel. Donc, c'est peut-être ça, je pense, qui nous a permis d'être efficace. Oui, puis aussi le fait on était restreint du fait qu'on avait un point A puis un point B. On savait que l'autre allait commencer à un autre stade. Donc, dans l'action, on avait une courbe d'action très claire puis assez restreinte à suivre. Donc, puis un temps de création qui était assez bref aussi. Maxime disait 2 mois, mais c'était quelque chose comme ça pour produire notre première version. Donc, il y a eu, je pense, cet élan-là du premier jet. Puis moi, en tout cas, pour ma part, on en parle avec le recul de toutes les thématiques qui ont été soulevées par ce livre-là. Mais pour ma part, j'étais vraiment dans une logique d'action, c'est-à-dire que j'étais vraiment dans une efficacité du récit. Puis après, en ayant un père incarné qui était près de moi, que j'ai presque... Je pense que j'ai réfléchi l'écriture presque comme si j'écrivais un monologue ou que je jouais un spectacle solo à cette époque-là que Simon m'avait écrit. Donc, j'étais vraiment dans cette dynamique-là de presque du conte ou de porter une parole. Donc, il y avait une efficacité, je pense, qui émergeait de cette chose-là. Puis après, les thèmes globaux sont venus après, puis se sont additionnés les uns aux autres parce qu'on n'est pas tous dans les mêmes thématiques là, selon les récits, mais ça donne effectivement, c'est vraiment l'union qui fait la force. C'est vraiment comme nos quatre sensibilités qui s'empilent. Ça fait qu'il y a un aspect foisonnant, je pense, qui aurait été difficile d'avoir en si peu de pages si on avait eu une seule plume pour l'écrire.
Par rapport au public cible, au Québec notamment, comment a été ressenti le texte? Est-ce qu'au contraire, c'était quelque chose qui était destiné plutôt aux adolescents et qui s'y sont retrouvés? Est-ce que vous avez eu parfois des rencontres avec des adolescents qui vous ont témoigné d'avoir été séduits par votre texte et en tout cas où ils se sont reconnus? À mon sens, c'est un texte adolescent, enfin pour les adolescents, mais beaucoup pour les adultes, pour qu'ils comprennent aussi certaines mécaniques. Mais quel est le rapport au Québec par rapport à ce texte-là? Comment a-t-il été accueilli? Moi, j'ai pas eu de retour de la part d'adolescents. Je sais pas pour toi, Sarah, puis pour Maxime. J'ai pas eu de retour. Moi, c'est le livre en salon du livre que les adolescents, quand ils viennent dans les salons, ils se tiennent en groupe puis ils s'emmerdent la plupart du temps, mais il y en a toujours un dans le groupe qui est plus futé que les autres, qui est un peu derrière ses amis puis qui fait semblant d'être pas intéressé, mais qui aime la littérature et tout. Puis on réussit toujours à trouver c'est lequel. Puis quand il vient, puis on voit qu'il est intéressé un peu, on y passe presque sous le manteau, on y passe les cicatrisés. Et il y en a qui sont venus nous voir, qui reviennent encore puis qui disent que c'est un livre qui les a marqués, puis ils aimaient la confiance qu'on avait qu'ils lisent ça, mais des fois, on leur dit « dis-le pas à tes parents ». Donc, notre collection est beaucoup plus axée sur les adultes. La littérature jeunesse et adolescente, c'est un marché très à part au Québec. Donc, on a beaucoup plus eu des lecteurs adultes sur ce texte-là. Nous, on est resté aussi dans le même... c'est un livre pour adultes, mais ça va parler à des adolescents de 16, 17, 18 ans. Il n'y a pas de pornographie ou de rapport à la sexualité qui ne serait pas accessible pour eux. De toute façon, ils sont confrontés à un certain nombre de choses et c'est un texte qui est, je veux dire, qui n'est pas, voilà, qui est pas du tout problématique et qui parle leur langue et qui aborde des thématiques qui leur se sont donc très très proches. Donc, voilà, après, ce qui est intéressant, c'est de le lire justement adulte, parce qu'on on se revoit à cette période-là, et du coup, cette lecture-là est aussi intéressante. Et je pense même que le passage de Jean-Philippe sur la tentative de viol peut faire réfléchir certains adolescents sur la façon dont ils envisagent leur rapport aux femmes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Jean-Philippe, mais que tout à l'heure, vous disiez que, en effet, vous n'auriez peut-être pas écrit ça de la même façon. Justement, c'est quelque chose d'intéressant. Ce n'est pas forcément facile à lire aujourd'hui en 2021, ça c'est certain, mais est-ce que vous ne pensez pas que ça fait réfléchir tout simplement peut-être certains adolescents par rapport à ce rapport qu'ils peuvent avoir aux femmes, à la pornographie sur Internet ou autre? Est-ce qu'en lisant ça, ils ne se disent pas « Ah oui, quand même ». Je pense que je crois en tout cas que c'est assez clair dans le roman que le personnage n'est pas le héros exemplaire puis que ses comportements sont répréhensibles. Je crois avoir laissé assez d'indices pour que je ne sois pas en train de cautionner. Après ça, bon, on n'est pas en contrôle de comment les gens lisent nos livres. Puis c'est ça la beauté de la littérature aussi, c'est que ça donne beaucoup de liberté au lecteur, mais ça implique parfois des lectures avec lesquelles on n'est pas d'accord. Mais oui, moi, je pense qu'on sous-estime souvent les adolescents. Puis ça, on le vit aussi beaucoup, là, Sarah, tu le vivre aussi au théâtre. C'est fou. Souvent, on fait des pièces pour adultes, mais on a des classes scolaires qui viennent, puis les discussions qu'on peut avoir après avec eux. Tu fais, mon Dieu, mais il faut arrêter de les prendre pour des idiots. Là. Ils sont tellement intelligents, c'est juste que la façon qu'ils s'expriment est très, très différente de ce qu'un adulte peut avoir. Mais non, ouais, moi, je pense vraiment qu'un lecteur... En fait, souvent, la plupart du temps, je trouve que dans le problème dans le rapport à la littérature des adolescents, ça vient beaucoup des parents et des profs. Je vois beaucoup plus souvent des parents et des profs être choqués de ce que les enfants peuvent lire que des enfants être choqués parce qu'ils ont lu quelque chose qui ne correspondait pas à leurs valeurs ou qui était indigeste, disons. Fait que je pense qu'il faut arrêter de les prendre pour des idiots. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. J'aimerais bien qu'on parle du titre, notamment, et de la couverture de chez Bouclard, puisque là, on met en avant le toboggan, le parc aquatique, qu'on ne voit pas forcément au départ. On le voit en filigrane plutôt après. Comment s'est effectué ce choix de titre, Les Cicatrisés de Saint-Sauvignac? Les Cicatrisés qui a plusieurs connotations, évidemment, j'imagine. Et par rapport à la couverture, Benjamin, peut-être une petite explication? Et par rapport au travail, on note souvent le travail éditorial. Alors, je n'ai pas la version de Maxime, les éditions Ta Mère,
Mais les éditions Bouclard font toujours un travail merveilleux sur le choix du papier, sur le calibrage, sur, pas les rabats, mais en tout cas ce qui est derrière à chaque fois la couverture. Et c'est un pur bonheur à chaque fois de lire ces livres-là. Benjamin, peut-être tu veux commencer Oui, sur la couverture et puis si tu le souhaites, pas de souci. Chez Bouclard, on fonctionne sous principe de collection, mais on est un peu fêlé. Donc, pour un livre, on peut créer une collection. On se dira, voilà, bon, allez, hop, hop, on a un livre, hop, on crée une collection, et puis après, on verra. Et là-dessus, je rejoins beaucoup ce qu'a écrit Eric Hazan à la Fabrique sur ce que c'est une maison d'édition. Et en fait, il dit que ça se construit au fur et à mesure et qu'on ne peut pas, au départ, créer des cases, dire, oh, ben, nous, on va faire ça, ça, ça. Et 109, là, cette collection, elle a arrivé au fur et à mesure des lectures, des envies, de l'évolution de la maison d'édition. Juste chaque collection a un peu une forme. Donc, ce que je vous disais, je ne l'ai pas avec moi, mais le texte d'Anthony Guéret, c'est un beau livre avec une forme un peu classique, avec une reliure suisse apparente, puisque ça parle de Proust et de mobilier, de design. La réédition de Roger Riffard, c'est un papier un peu verger où sur la couverture, on a mis le nom de Roger Riffard et le nom du livre, enfin du texte, et en même temps, on a mis quelques informations sur l'auteur, parce que ça nous intéressait dans le cadre d'une réédition de dire on réédite ce texte et ça fait écho à ce personnage qui avait des multiples vies, qui était comédien chez Blier, dans Rabbi Jacob, dans des films de la culture populaire française, qui a été chanteur, meilleur ami de Brassens, et qui a écrit 2 romans totalement passés à l'as dans les années 50, qui sont absolument formidables. Et on a raconté ça sur la couverture. Et c'était un fond de couleur, je vous le montrerai après, parce que je l'ai un petit peu plus loin, et un jeu typographique, parce que toujours la typographie est intéressante. Et justement, le fil que je tire sur la typographie, c'est que quand on a réfléchi à l'identité visuelle de cette collection 109, on s'est dit, d'une part, que c'était intéressant de ramener de l'iconographie, c'est-à-dire, vu qu'on travaillait que sur la typo avec des fonds de couleur, que cette collection qui est plus contemporaine, avec des jeunes auteurs et autrices, allait chercher de la photographie, donc de l'icono, et d'aller travailler la lettre, mais à la main, pour amener ce côté, dans l'énergie, dans la main, dans le côté, comme on va écrire un peu sur les murs, et ça vient vraiment de cette énergie. Donc Thierry, qui est typographe, comme je le disais, fait aussi de la calligraphie. Et en fait, il a pris ses pinceaux, il a fait, je sais pas, 50, 100 lettrages au départ de 109, qu'on retrouve à l'intérieur, donc dans les pages intérieures. Et puis après, il a commencé à dessiner ce qu'allait devenir ce laitage décicatrisé. Et en fait, on voulait qu'il prenne de l'ampleur, toute la page, qu'il soit vraiment fat, parce que c'est aussi ce qu'on aime. Je vous disais, on a des références très anglo-saxonnes dans l'édition pour essayer de ramener quelque chose qui soit impactant et d'aller chercher une icono qui est un peu c'est le nerf du texte, ce qui se passe dans cette piscine et ce clou. Et on s'est dit, on va montrer cet endroit où cette scène, en fait, où un certain nombre de choses vont se passer. Donc c'est une photo d'un parc aquatique et d'un toboggan, donc, qui dans le livre s'appelle la calabraise, mais qui n'a rien à voir avec la saucisse, et ni avec la calabre. On a tiré ce fil et qu'on retrouve dans l'autre texte, j'en profite pour en parler, qui sort en même temps, qui s'appelle Tigre à la dérive, qui est aussi un roman d'adolescence, donc de Nicolas Zeissler, qui raconte, c'est en partie basé sur sa vie, donc comme là, c'est un peu aussi, on s'inspire de choses qu'on a vécues, d'un gamin qui, dans les années 90, perd son père et se retrouve à suivre sa mère et son beau-père, qui se trouve être argentin, lui il est français et sa maman aussi, et il se retrouve expatrié dans un premier temps à Buenos Aires, puis à Rosario, donc en Argentine, et à la quête d'un père, de personnage qui va lui redonner des perspectives, et ça parle beaucoup aussi de référents qu'on peut avoir quand on est adolescent, et lui c'est les boxeurs et les footballeurs, Maradona et l'entraîneur Marcelo Bielsa.
Et pareil, on a cherché une photo à Buenos Aires, et avec un lettrage pareil, qui prend de l'ampleur, qui est manuscrit, qui est à la main, et qui est voilà, l'espèce de patte graphique qu'on voulait lancer, et qui se différencie un peu des autres collections, et qui a un format aussi qui voilà, qui n'a pas de rabat, et qui a toujours notre papier signature, parce que c'est important, c'est toujours le même papier, qui est le même que la revue, qui est un papier Ferrigoni. Et la typographie de l'intérieur, on a innové. On a plusieurs typos. Il y en a une qui s'appelle la Bouclard, c'est la nôtre que Thierry a dessinée. Et celle-ci, c'est une autre que Thierry a dessinée qui s'appelle la Andersen. Et ce qui est drôle, c'est qu'elle est vraiment liée à Andersen, donc sur les contes pour enfants. Et on s'est dit que c'était super intéressant que la lettre, c'est-à-dire le cœur du texte, la mécanique, soit aussi un truc qui fait écho à l'enfance, à l'adolescence, et à ces textes qui ont irradié la culture populaire dans les films, dans les séries, dans les contes, dans la bande dessinée et dans la littérature. Donc ça nous a fait, voilà, je vous ai tiré le fil de ces liens, comme je le faisais tout à l'heure, entre ces personnages et ces différentes parties des cicatrisés, où voilà, graphiquement, on a essayé de ramener ça et d'imaginer quelque chose qui soit cohérent avec tout le reste de la maison. Merci Benjamin. Et concernant le titre, alors, Jean-Philippe, Sarah et peut-être Maxime, comment vous l'avez défini? J'imagine que vous vous êtes mis d'accord évidemment à 4, mais qui a gagné en réalité? Je suis persuadé que vous aviez plusieurs titres. Tout ne peut pas être aussi idyllique. Je n'y crois pas. Hey, je m'en souviens pas, Sarah, t'en souviens-tu? Moi Je non pense plus, que ça je s'est m'en fait souviens. vraiment facilement aussi. On est insupportable. Désolé, Bonheur. je sais que ça aurait été le fun d'avoir du conflit, ça ferait une meilleure histoire, mais je crois que ça s'est très rapidement imposé. Je me rappelle que j'avais suggéré que le village s'appelle Saint-Sauvignac. Bon, je sais que j'ai cet apport-là dans le titre, mais pour le reste, je ne me souviens pas qui avait déterminé le titre. Je sais que c'est venu après la première version de manuscrit, mais c'est le consommateur. Saint-Sauvignac qui sonne vraiment vignoble français, pour le coup. Oui, c'est un mélange, ça ressemble. Il y a un parc aquatique qui est à Saint-Sauveur, au Québec. Puis après ça, oui, effectivement, on a un peu. On cherchait une municipalité ça. qui n'existait pas, donc je ne sais pas comment c'est venu, Sauvignac. C'est sûr que si on cherche un saints. nom de village, exact. Il y a des saints, tous les villages, toutes les villes. Moi, je viens de Sainte-Julie, qui est une banlieue sur la rive sud de Montréal, mais tous les villages, c'est toujours des saints quelque chose. Donc ça s'imposait. Si on veut parler d'un village générique au Québec. Ça s'imposait, oui. Ça s'imposait, effectivement. Et puis Sauvignac, c'est ça, je ne sais pas comment c'est venu. Il doit exister quelque part un bout de papier avec quelques hypothèses, mais on s'est entendu assez vite là-dessus. On trouvait que ça sonnait bien aussi. Je pense qu'il y avait quelque chose, le nombre de syllabes, le côté très rythmique de ça, cette espèce de titre-là qui définit une génération. Il y a quelque chose, je ne sais pas, le village des damnés, les cicatrices de Saint-Sauvignac. Je pense que c'est ça. Il y avait presque quelque chose de série B là-dedans, ou je ne sais pas. On s'est très vite entendu sur ce titre. Ouais. Sachant que la littérature est truffée de villes fictives, hein, de Proust à Faulkner, voilà, le comté qui revient dans énormément de ce roman, qui est un nom indien qui s'appelle Yoknapatawpha. Voilà, et c'est intéressant parce que c'est nulle part et partout en fait en même temps. Oui, on a vraiment travaillé une ville qui est une espèce de... Parce qu'on vient tous de régions différentes, en fait. Donc, c'est une espèce de ville fantasmée qui est un mélange de villages puis de banlieues du Québec générique, qui est partout et nulle part à la fois, mais dans lesquels on se reconnaissait tous assez bien. Cette histoire-là de la traque, c'est venu de Jean-Philippe, mais je veux dire, la traque, ça existe partout, évidemment, avec les deux côtés de la ville. Ouais. Est-ce que vous avez... Oui, pardon. Non, excuse-moi, je voulais juste dire autre chose qui me revient, parce que je parlais tout à l'heure de Harry Cruz, mais moi, d'un point de vue, avec ma casquette d'éditeur, je me crée presque des cartes mentales, tu sais, où je lis des textes et je fais comme une cartographie de ce qu'est la littérature pour moi. Et Saint-Sauvignac, tu vois, je le mettrais à côté des villes dont parle Harry Cruz, tu sais, avec ses rednecks, ces gens
qui sont cul-de-jatte, qui travaillent dans les cirques et qui sont dans les périphéries urbaines. Et tu vois, j'aime bien ce rapport et ce qu'on aime beaucoup d'ailleurs, les cartes chez Bouclard. Voilà, tu fais des connexions et ce serait presque voilà, une carte où ça toucherait un peu les villes dont parle Harry Crews ou d'autres auteurs qui sont un peu, je pense à Fante, je pense à d'autres auteurs que moi j'aime beaucoup, où il y a ces personnages hyper forts et qui sont, ou ceux dont parle Hunter Thompson, dans des textes qui sont plus des enquêtes, mais où ces personnages sont totalement... voilà, ils sont différents, mais ils sont magnifiquement beaux parce que justement, ils sont différents. J'aimerais qu'on parle aussi de vos influences littéraires à tous les deux. J'aimerais bien voir justement Benjamin parler des auteurs auxquels il avait pensé. On parlera juste après de ces influences que vous pouvez avoir. Avant, on a pour habitude de faire une petite photo de groupe. Donc voilà, préparez-vous. 3, 2, 1. C'est bon, parfait. Alors, tous les deux, ces influences littéraires, lesquelles sont-elles? Est-ce qu'elles proviennent du théâtre plus particulièrement, ou au contraire, est-ce que vous avez des lectures des auteurs qui vous ont mis le pied à l'étrier pour la littérature? Moi, ben, je dirais, bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis le moment où je l'ai écrit. Je dirais qu'en 2011, j'avais déjà certaines lectures qui m'avaient déjà beaucoup influencé, mais mes influences étaient beaucoup théâtrales parce que je lisais beaucoup plus de théâtre que de littérature à l'époque. Moi, en plus, ce qui était vraiment très à la mode il y a 10 ans à Montréal, on venait de découvrir Martin Krim, qui est un auteur anglais. Tout le monde montait du Martin Krim, lisait du Martin Krim, où il y a beaucoup cette cruauté-là qu'on retrouve dans Les Cicatrisés, entre autres. Moi, j'ai toujours été fan de Bret Easton Ellis depuis que j'ai genre 16-17 ans. Fait que c'est sûr que la violence gratuite stylisée aussi, ça me parle beaucoup. Pas mal ça. Je pense que je pourrais continuer, mais des trucs qui sont pertinents, disons, aux Cicatrisés, je dirais ça, ouais. Moi, je ne sais pas si c'est pertinent dans le cas des Cicatrisés en particulier, mais c'est sûr que moi, une des œuvres qui m'a marquée à vie pour toujours, qui m'a vraiment donné la piqûre de la littérature, c'est 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. Donc, il y a quelque chose dans ça du foisonnement, l'usage du réalisme magique, cette espèce d'aspect de saga qui se retrouve sur des générations, la multiplicité des personnages, la richesse de cette poésie-là, de ce monde imaginaire aussi. Macondo, c'est aussi un monde imaginaire qu'il a inventé basé sur ses souvenirs. Donc, mon classique absolu, mon histoire d'amour. Puis j'ai un rapport dans mon écriture théâtrale au réalisme magique. Je ne peux pas dire que en tout cas, j'aime dire que je suis que Gabriel Garcia Marquez m'a lourdement influencée dans mon rapport à ça, à la comment dire, à la manière de décaler le réel, en fait, de ne pas écrire comment le monde est, mais comment il pourrait être, ce rapport-là au réel décalé. J'y suis très attachée. Sinon, en théâtre, c'est vraiment dans la même vague, mais j'ai toujours ma pièce mythique, c'est une pièce d'un auteur qui s'appelle Jean-Pierre Ronfort, qui s'appelle Vie et mort du roi boiteux. Donc, c'est vraiment une pièce en 6 pièces. C'est 6 pièces. C'est une pièce qui se monte en 12 heures. Il montait ça dans des espèces de grands banquets théâtraux où les gens mangeaient puis restaient. Ça s'étalait sur des journées entières. Et puis, il y a vraiment Ronfort une utilisation de la langue qui est à la fois une langue poétique soutenue, extrêmement lyrique et littéraire, donc, et à la fois une bâtardise. Donc, il est vraiment dans une espèce d'aspect très baroque, il est dans la tragédie, en même temps, il est dans le grotesque. Il y a vraiment un mélange des genres, quelque chose de très festif, de très décomplexé, pour lequel j'ai vraiment une admiration infinie. Puis il est à la fois dans ces références sont très visibles, c'est-à-dire que pour ce Vie et mort du roi boiteux, c'est Richard III, en fait, c'est vraiment, ça puise dans Shakespeare directement, mais il va mélanger d'autres références. Par exemple, c'est vraiment dans Tremblay, ça se passe dans des ruelles de Montréal, des quartiers populaires à Montréal, donc on est vraiment dans
c'est une célébration de la bâtardise, puis super théâtrale. Donc, c'est des grosses références là, que je vous sors. Je ne sais pas si tout ça est visible dans mon chapitre de printemps, mais en tout cas, je pourrais dire que c'est un de mes deux papas idéologiques là, pour l'écriture. Ce serait ces deux-là. J'avoue avoir découvert les éditions Ta Mère grâce à Bouclard. Ça, c'est une évidence. J'imagine qu'ils sont peu connus en France. Est-ce que la collaboration entre les deux maisons d'édition peut se poursuivre? Est-ce que Benjamin a déjà déniché des textes, en tout cas des futures pépites dans le catalogue? Je suis allé consulter le catalogue qui me paraît totalement dingue. Et j'ai hâte de savoir si c'est quelque chose qui peut marcher en tant qu'exportateur de textes québécois en France avec cette maison-là. On y travaille. On y travaille, on discute. C'est le milieu d'édition, donc il y a dans ce cas précis, pour être aussi transparent, parce que c'est intéressant que vous le sachiez, il y a des intermédiaires, donc il y a une agent avec laquelle on discute, qui s'appelle Alexandra, qui est extrêmement sympathique, donc qui s'occupe des droits des éditions de Ta Mère. Et oui, on a un certain nombre de textes sur lesquels nous avons un regard plutôt attentif. Il se trouve qu'on reçoit régulièrement des colis venant d'Alexandra avec des pelletés de livres des éditions de Ta Mère. Voilà, on essaye de trouver ceux qui sont dans ce qu'on a envie de descendre, de défendre, pardon, pas descendre, de défendre, qui sont dans cette couleur 109, dans cette couleur 109. Voilà, ces textes sur lesquels on a un crush. Moi, j'aime bien ce truc où on lit, on dit, oui, ça c'est pour nous. Donc là, on a eu le cas. Vraiment, c'est un travail qu'on fait beaucoup avec Clément. Donc, ce qui est drôle, c'est il lit un texte ou moi et direct, on s'appelle. Et on se dit, ah, il est super, lis-le, qu'est-ce que tu en as pensé? Et puis après, ça se pondère, on n'a pas toujours le même avis, donc Thierry parfois arrive et vient ramener le sien. Ça prend du temps, mais voilà, on y travaille. Je ne vais pas dire sur lesquels parce que voilà, ça serait trop avancé. Je ne suis pas du tout signé pour le moment, mais les discussions avancent bien. Et en parallèle, on va publier d'autres textes qui ne sont pas québécois, mais ça nous intéresse justement d'avoir ce regard et voilà, continuer à publier des textes québécois dans cette collection qui a commencé avec ce texte et continuer à tirer le fil de ces échanges et au-delà de l'aspect voilà, droit et tout ça, c'est une rencontre, c'est une relation humaine. J'ai vu Marie-Claude de l'édition de Ta Mère il y a quelques jours à Paris. Voilà, on se comprend. On se comprend et quand on fait des réunions, ce qui a été le cas avec Sarah, Simon, Mathieu, Jean-Philippe, Maxime, il y a une question de feeling. On se dit on a envie de défendre ces gens, on a envie de défendre leurs textes. Si on le pouvait, on publierait tous leurs textes en France. Mais ça serait aussi faire ce qui, à mon sens, ce qu'on n'a pas envie de faire. C'est l'édition de Ta Mère font déjà un travail incroyable. C'est à nous d'aller chercher ceux où on se dit ceux-là, on va les défendre. Et c'est cohérent par rapport à ce qu'on veut faire. On ne veut pas copier-coller ce qu'ils font. Ils font aussi des choses vraiment intéressantes et il faut qu'ils aient leur couleur éditoriale. Nous, on fait autre chose. Mais ce que font plein d'autres éditeurs, ils achètent des droits étrangers et ils le publient. C'est constamment ce à quoi vous êtes confronté en tant que lecteur, où ils republient des textes. Et donc, voilà, on est dans cette idée-là. Et c'est un vrai plaisir, même si, ce que je disais à Alexandra, parfois je reçois un énorme colis et le livreur me dit, sonne et me dit « Bonjour, vous êtes les éditions Bouclard ?» Je dis « Oui ». Il m'a dit bah, « Voilà, j'ai un colis. » Et il va falloir payer des droits de douane. Donc, et il me rajoute une facture parce que le colis était trop gros et que la douane française me demande de payer dessus. Donc, c'est la petite blague entre nous. Mais voilà, on en lit beaucoup, mais c'est notre métier de lire beaucoup de textes. Après, ce qu'il en ressortira, c'est encore un peu tôt. Peut-être un peu plus tard, en conclusion, je vous dirai un petit peu le rythme des prochaines publications. Parfait. Bon, en tout cas, on le souhaite. S'ils sont tous de la qualité de celui-là, il y a du travail. Il y a du travail d'édition là.
en effet. Moi, c'est le moment où je dois vous quitter. Je suis désolé, j'ai une répétition qui commence à 15 heures. Et est-ce que vous pouvez nous lire un extrait avant, Jean-Philippe? Parfait, je vous lis ça puis je Allez, m'enfuis. super. Allez, parfait, merci. Ce jour-là, 118 enfants de moins de 12 ans ont dévalé la Calabrese alors que 17,5 % des employés du super parc aquatique de Saint-Sauvignac, pour la plupart pubères, textaient leur flamme du moment ou regardaient de la porno sur leur téléphone. 99,15 % des 118 enfants qui ont glissé, c'est-à-dire tout le monde, sauf Bouboule, qui lui a eu le malheur de se déchirer le zizi, ont maintenant la chance de porter une cicatrice qui part de la 2e lombaire jusqu'à la 5e cervicale. Je sais que ça peut avoir l'air tragique de se faire scarifier le dos sans consentement, mais de s'arrêter à ça, ça serait de prendre les choses un peu au premier degré. Parce qu'en ce qui me concerne, et je pense que je peux parler pour les autres aussi, en ce qui nous concerne, c'est la plus belle chose qui nous soit arrivée de toute notre vie. La plus belle et au final, la plus tragique aussi. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Désolé de m'éclipser aussi vite. Merci beaucoup. Bye bye. Bonne répétition. Merci. À bientôt. Et bravo encore. Alors, c'est à vous, Sarah, pour une petite lecture. On va enchaîner avec vous. Parfait. À force de l'espionner, j'ai pu comprendre sa tactique à ma sœur. C'est celle de la plante carnivore. C'est jamais elle qui se jette sur sa proie. Chaque fois, c'est sa proie qui se jette sur elle, droit dans sa gueule de loup. Souvent, elle fait presque rien. Elle s'assoit quelque part sur une balançoire, une bonne fontaine, une bouche d'égout. Une fois bien installée, elle fait éclore ses seins et attend que quelqu'un la spotte. Ça peut être long, mais ça finit toujours par arriver. Et quand ça arrive, quelque chose en elle, un radar mystérieux, l'avertit. Et elle change. Elle devient plus rose, plus luisante, plus collante. Pour ça, elle traîne toujours des nouilles ramen dans sa sacoche. Ça fait partie du piège. Elle sait que quand sa langue viendra s'entortiller autour de ses doigts pour lécher la petite poudre salée aux crevettes ou aux champignons, sa proie sera à sa merci. C'est pas moi qui le dis, c'est une loi de la nature. Quand ma sœur sort ses ramen, c'est le début de la fin. Après, ça se passe toujours à peu près dans le même ordre. Souvent, pour commencer, la proie se pitche dans les jardins de Babylone et se fourre le nez et la langue dans tout ce qu'elle peut trouver d'odeur et de courbe. Pendant ce temps-là, ma sœur pousse des petits cris de couinement de fromage à poutine, comme pour faire une trame sonore. Puis, quand la proie a la tête qui lui tourne à cause du manque de sang, elle accompagne les couinements de poutine de ma sœur par des râlements plus ou moins sourds, selon qu'elle a mué ou non. C'est à ce moment-là que ma sœur lui tâte l'entrejambe. À première vue, on pourrait croire qu'elle fait ça pour l'encourager, mais ça n'a rien à voir. C'est sa manière à elle d'analyser la situation. Après, ça continue un temps, Babylone, la poutine, les râlements, le manque de sang dans la tête. Et quand ma sœur sent sa proie bien mûre, quand elle sent son entrejambe sur le bord d'éclater au creux de sa main, elle prend sa sacoche pleine de ramen, puis elle s'en va. Je pense que c'est la partie qu'elle aime le plus, en fait. La partie où elle prend sa sacoche, puis elle s'en va. Voilà. Ah, les ramen. Quelle idée improbable. Quelle idée improbable, ça aussi. Mais en tout cas, pour les adolescents, moi, j'ai mangé ça au primaire. C'était la collation prisée. Je ne sais pas qui avait amené ça comme mode dans les classes au primaire, mais on mangeait des sachets de sacramen cru comme collation. C'est horrible. Effectivement, ça ne vaut rien, mais c'était la mode à l'époque. J'y ai pas pensé, mais vous qui venez tous du théâtre, il n'a jamais été question de l'adapter sur une scène? Est-ce qu'il a été question? Pardon, j'ai perdu. Oui, pardon. J'ai perdu. Je disais, oui. Est-ce qu'il a été question d'adapter ce texte-là sur scène au théâtre? Non. Il y en a étrangement jamais été question. On l'a dernièrement enregistré en livre audio, donc on a fait le balado avec nos voix. Mais non, on ne l'a jamais vu. On l'a toujours vraiment vu comme un objet littéraire. Peut-être un jour.
Il y avait eu une lecture publique une fois de la première histoire de l'histoire de Sarah que les 4 avaient fait ensemble pour un événement caritatif quelconque, mais c'était pas aller plus loin que ça. Ça c'est difficile. Déjà que c'est déjà très concentré, l'action dans les textes, là, vous en parlez, tout va à l'essentiel, puis il y a beaucoup de matériel. Donc, c'est déjà synthétisé. Donc, faire une synthèse de ce qu'il en est déjà une, ça serait. Je ne sais pas si ça fonctionnerait si bien. Puis encore là, le langage est tellement important, puis tout passe par le langage, de le transposer en image, peut-être qu'on perdrait trop, je ne sais pas. Et la version audio, elle est disponible uniquement au Québec, j'imagine? Non, soit elle va l'être très bientôt, soit elle est déjà elle devrait être disponible sur les plateformes d'écoute, mais je ne sais pas si les plateformes françaises comme Apple l'ont encore. Là. C'est compliqué. C'est compliqué d'exporter ce genre d'objet-là. Donc, on travaille là-dessus. Tout à fait. Et Benjamin, il a été question peut-être de l'exporter en France ou pas du tout? C'est difficile. La version sonore? La version, oui. Nous n'avons pas les droits. Pourquoi? Parce que, pour le coup, là, c'est le texte d'origine et c'est eux qui le lisent. Donc, ça serait compliqué qu'on se l'approprie cette version sonore, puisque, effectivement, les plateformes leur sont accessibles et que ça complexifie un peu. Donc, non. Par contre, nous travaillons actuellement, et ça, je peux vous l'annoncer, à la venue, nous espérons, de l'un des 4 en janvier prochain. Et dans ce cas-là, avec un certain nombre de rencontres et de lectures en France. Donc, on espère dans 2 ou 3 villes. Donc là, on y travaille avec l'édition de ta mère. On a eu aussi une aide du CNL et de la région Pays de la Loire, ce qu'on appelle une aide à la promotion, parce qu'on a une jeune maison donc pour le lancement de cette collection 109 et pour le soutien à ces auteurs et à ces autrices de langue française. Donc voilà, il y a la francophonie aussi qui se met en place. Du coup, voilà, on travaille à faire des lectures. Et vous le voyez, c'est un vrai plaisir d'écoute parce qu'ils lisent extrêmement bien et que ça donne aussi une autre perspective. Moi, je viens de la radio, hein, c'est ma formation à la base. Et quand vous avez ce plaisir d'écoute, c'est assez incroyable. Et Jean-Philippe, par exemple, vous l'avez entendu, mais c'est une des voix off de Radio-Canada. Donc, quand vous l'écoutez, vous fermez les yeux, vous êtes sur Radio-Canada et vous êtes de l'autre côté de l'Atlantique et vous mangez une poutine et vous buvez du Ricard parce que je suis tombé à Montréal sur un bar à Ricard, ce qui se francise aussi un peu. Mais voilà, c'est vrai que le son est, on l'a dit, hein, c'est très théâtral, donc c'est l'oralité. Donc c'est très important. Et pour finir, peut-être Sarah, vous pourriez nous parler de vos projets actuels et peut-être que Maxime aussi pourrait parler de ceux des 3 autres auteurs, s'il est au courant, mais j'imagine que oui. Et on finira par Benjamin pour nous présenter peut-être les prochaines sorties. Allez. Oui, en ce moment, moi, j'ai travaillé ces dernières années beaucoup sur des traductions et des adaptations. Donc, moi, cet hiver, j'ai fait une traduction, une adaptation, en fait, de Un ennemi du peuple de Henry Gibson, que j'ai adapté en québécois, en féminisant le rôle principal, qui va jouer au TNM cette année, donc gros théâtre institutionnel de Montréal. Sinon, en ce moment, sur un autre mode, je suis en Abitibi. Il y a mon collègue qui vient d'arriver pour venir me chercher d'ailleurs. Je suis en Abitibi dans une résidence de création où je travaille sur une mise en lecture de 2 auteurs, dont l'un est édité chez ta mère, justement, Alexandre Castonguay. Donc, on travaille sur un texte qui parle de la région, qui est une tragédie rurale écrite à 4 mains, justement, par un poète et un acteur. Donc, c'est ça mes actualités. Sinon, j'ai une autre pièce en cours, là, mais je ne peux pas encore en parler parce que je suis très pudique quand mes projets ne sont pas encore aboutis. Voilà. Pour la littérature, pour l'instant, théâtre. Maxime me talonne depuis des années pour que je lui écrive un roman. J'ai dit que quand je ferais un 2e enfant et que j'aurais mon congé de maternité, c'est là que je m'y mettrais. Puis là, Maxime rit de moi parce que c'est jamais comme ça que ça se passe. Mais un jour, je vais publier un roman je l'espère. entier chez ta mère.
On t'entend plus. Oui, Maxime, pardon. Oui, Oui. Moi, sur ça, je vais devoir y aller parce que justement, il y a mon oui, pas collègue de qui souci. m'entend. Donc, je Pas de vous souci. remercie. Puis, je Merci, vous dis Sarah. Merci à infiniment. bientôt. Au grand plaisir. Au revoir. Bye bye. Au revoir, Sarah. Ben, ça va. Puis, au revoir. Merci. Merci. Je vais fermer pour eux. Alors, ben, comme vous avez vu, c'est des gens très occupés. Donc, je peux vous parler, les trois autres auteurs, Jean-Philippe, qui est parti plus tôt, a publié cette année son quatrième roman qui s'appelle Haute démolition, qui est un roman sur le milieu de l'humour au Québec. Une tragique histoire d'amour dans le milieu de l'humour. Ça rime. Donc, ça a été un immense succès pour nous et pour lui par le fait même. Sinon, Simon Boulris travaille sur 1 million de choses à la fois. Il vient de publier une pièce de théâtre avec nous. Il travaille aussi sur des projets de télé, dont une adaptation d'un livre qu'on avait fait qui s'appelle Géolocaliser l'amour, qui est une histoire de... en fait, c'est un récit autobiographique où Simon découvre les applications de rencontres à Montréal et vit son célibat par téléphone interposé. Et donc, c'est ça. Simon, en fait, je ne sais pas sur quoi il travaille. Il travaille sur des émissions, il est scénariste, il est scripteur, il est acteur. Donc, il faudrait que j'aille sur Internet pour trouver toutes ses actualités. Et finalement, Mathieu travaille en ce moment encore sur la série dont on vous a parlé, Mouvement de luxe. On espère, parce que je bosse un peu sur la série aussi, on espère qu'il y aura une 4e saison bientôt. Donc, c'est énormément de travail. Ça coûte très cher à faire de l'animation image par image. Donc, on espère obtenir un financement pour ça. Et sinon, il est réalisateur à la télé et il travaille aussi sur un prochain roman, mais c'est beaucoup trop préliminaire pour que j'aie le droit de vous en parler. Donc, ça ressemble à ça du côté de ces auteurs. Très bien. Merci, Maxime. Et Ça on fait finit par plaisir. Benjamin. Je vous en prie. Alors, en gros, l'année prochaine, nous aurons 5 ou 6 publications. C'est-à-dire que là, on remonte d'un cran le volume de ce qu'on peut publier, puisque, voilà, comme je vous le disais, ça fonctionne plutôt bien. On a la chance d'avoir un excellent soutien des libraires partout en France, d'être maintenant en diffusion, distribution avec l'excellente équipe de Serendip depuis mars, donc ce qui permet de démultiplier la présence de nos livres en librairie, que les salons ont un peu repris. Donc on sera 10, 11, 12 décembre à Paris sur un salon absolument extraordinaire qui s'appelle Mi-Livre, Mi-Raisin. 35 vignerons indépendants et 35 éditeurs et éditrices indépendants. Et j'ai coutume de dire que nous y serons sans doute à la fin mi-cuit, puisque voilà, c'est une super ambiance, il se passe plein de choses, il y a des lectures, il y a des gens extraordinaires, des vignerons, vigneronnes et des duos qui sont assemblés par l'équipe de ce salon, qui est la même équipe que les éditions Nourriture Fût. Donc ça va être vraiment très sympa et très content de refaire des salons. Et sur les publications, nous allons avoir en début d'année 2 histoires de pirates. Je suis sûr que vous aimez les histoires de pirates. Donc une fiction et une non-fiction. Donc la fiction, ça sera en mai. Et c'est un auteur français qui s'appelle Jonathan B., qui a écrit un texte qui s'appelle Chou et Néon, qui va sortir chez 109. Et vous mettez dans un shaker Daniel Pénac, Mary Poppins et Hook. Donc vous voyez le Peter Pan avec cet acteur voilà, extraordinaire qui était Robin Williams. Vous secouez et vous avez très fort et vous avez Chou et Néon. C'est un pirate urbain qui vit dans un immeuble, qui ne veut pas grandir, qui a un homme de main, voilà, plein de personnages autour de lui, une maman insupportable et des ennemis, et notamment le métro de 4h39 qu'il réveille tous les matins et sur lequel il balance non pas des boulets de canon, mais des choux. Et il lui arrive plein de péripéties, donc c'est extrêmement drôle. Et Jonathan, pour la petite histoire, est lui-même éditeur au sein des éditions Tichina. Donc il réédite en bande dessinée des super textes, donc L'Oiseau canadais, qui a un autre nom d'ailleurs dans cette édition BD. Et il nous a proposé ce texte, on a trouvé ça absolument génial et totalement bouclard et sans neuf.
En mars, un peu avant, on va publier donc un autre texte sur un autre pirate. Donc, il va s'appeler Pirate, mais avec un Y, puisque ça raconte l'histoire en 10 chapitres. Donc, c'est écrit par un auteur français qui s'appelle Fabrice Chillet, qu'on a déjà publié dans la revue. Et Fabrice est publié par les... Je vois qu'il y a des petits hochements de tête, donc vous connaissez peut-être, qui Finitude. publie des romans chez Finitude, tout à fait, que vous avez déjà reçu, qui est un garçon extraordinaire. Et il nous a écrit un article dans la revue que j'avais envie de faire depuis très longtemps, donc la revue numéro 3, sur les liens entre la littérature et la mer. Comment est-ce qu'un marin lit en mer? Qu'est-ce qu'il lit comme texte? Comment il peut être concentré? Il nous avait trouvé 3 personnages principaux dans son texte. Jean-Luc Vandened, donc un vieux briscard qui a fait pas mal de tours du monde en solitaire. Titouan Lamazou, que vous connaissez sans doute, donc aussi navigateur, skipper et dessinateur. Et un gars qui s'appelle Pirate, qui vit quelque part en Bretagne et qui a fait la piraterie, la vraie. Donc, ça raconte sa vie, qui commence dans les années 70 par l'apprentissage de la voile à 16 piges. Il traîne sur les chantiers du côté de Brest. Et puis, ça devient voilà, un pirate anarchiste, en révolte contre un certain nombre de choses. Il va faire le tour du monde. Il va lui arriver plein de choses que raconte Fabrice. C'est un vrai personnage littéraire. C'est un texte qui est très littéraire, magnifique, que vraiment on est très impatient de sortir. Ça parle de Conrad, de Melville, de Moby Dick, plein de choses. Et le démarrage du texte, c'est Pirate qui se retrouve sur un bateau en 2004 pendant une tempête, une des plus grosses enregistrées en termes de vent, c'est-à-dire plus de 300 km/h. C'est une tempête qui s'appelait Gafilo, au large de Madagascar, et il est sur son bateau, il est loin de la côte, et il a une crise de palu. Et il a des vagues absolument monstrueuses, ce sont des immeubles. Et il raconte comment il survit. On va tirer encore une fois le fil de ce personnage totalement incroyable, mais pourtant totalement vrai. Et donc, c'est notre collection de non-fiction qui s'appelle Tout est vrai ou presque, puisqu'on est sans arrêt en train d'essayer de comprendre si c'est vrai ou pas vrai. Et Fabrice nous a fait vraiment un texte magnifique donc qui sortira en mars. On fera une petite tournée des librairies de la côte bretonne et une à Paris aussi. Donc, on annoncera ça prochainement. Voilà, et on a vraiment hâte. Et puis, pour le reste de l'année, on vous concocte voilà, une revue Bouclard numéro 5, une officine donc, sur la collection de Proust, des objets littéraires, mais il est encore un peu trop tôt, mais un truc assez fou, mais qui est assez technique, donc qui nous demandera pas mal de temps. Donc, pour l'instant, on ne le présente pas. Et on sortira 2 autres romans 109 en fin d'année. Je l'espère, un texte québécois, vous l'avez compris. Mais je ne spoilerai pas encore quel texte. Et un autre texte d'un auteur français, un roman à nouvelles, qui mélange réalité fantastique, et toujours dans cette collection 109, un texte qu'on est aussi impatient de défendre et qu'on est en train de finaliser là. Donc voilà, le travail, le processus éditorial est en cours. Donc vous voyez, voilà, plusieurs publications, beaucoup de choses, et on espère plein d'actu avec la venue de au moins un auteur des cicatrisés au mois de janvier. Génial, que de belles promesses. Il est temps de vous remercier tous les deux et plus généralement les 2 auteurs également. Je trouve ça intéressant aussi d'avoir eu Maxime, c'est une superbe surprise. Je n'étais pas forcément au courant, donc j'en suis ravi. J'étais pas au courant non plus. Moi non plus. On m'a invité à venir Parfait. en support moral. Je pensais que j'allais seulement assister. Bon, mais ça m'a fait plaisir de vous parler. C'est parfait. C'est parfait, c'est extrêmement intéressant d'avoir les deux éditeurs de ce texte-là. C'est extrêmement rare d'avoir ça. Donc, j'en suis ravi. Merci à tous les deux. Merci à tous et à très vite pour Merci d'autres beaucoup. aventures. Merci à tous. Merci à vous. Merci Maxime, Merci. Benjamin. Merci Anthony. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Au revoir à Bon tous. appétit, déjeuner. Bon déjeuner pour les Québécois.